Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Clément! Salut, Tu vas bien? très bien et toi? Très bien, je te remercie. Je suis très content de te recevoir pour enregistrer ce nouvel épisode de Design Journeys. Comme pour tous mes invités, comme tu le sais, comme tu écoutes le podcast, et je vais te demander de te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Ouais, bah écoute déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir et j'aime beaucoup ce podcast donc c'est très très cool. Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Fédy, j'ai 32 ans, je suis principal designer chez Adobe via l'acquisition de Behance en 2012. Je vis en France depuis à peu près 2 ans. Enfin, je suis revenu en France, j'y suis né. J'y ai fait mes études, mais je suis revenu il y a 2 ans après avoir passé une dizaine d'années à New York. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis papa de 2 jeunes enfants. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Ouais, on va justement discuter de tout ce que tu viens d'aborder. Et justement, je vais te poser la question que j'ai l'habitude de poser, c'est comment t'en es venu à faire du design? Ouais, alors en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ordi très jeune. Je pense que je devais avoir probablement 8-10 ans. Et évidemment, j'aimais beaucoup jouer dessus et il y avait plein de trucs cool à faire dessus. Mais très rapidement, j'ai voulu m'intéresser à la création numérique. Et j'avais de la chance parce que à l'époque, j'avais 2 cousins un peu plus âgés que moi qui s'y intéressaient euh, et qui m'ont appris à faire des sites. Tu vois, au début, c'était dans Dreamweaver, dans l'interface WYSIWYG, etc. C'était pas trop le code, je n'ouvrais pas trop cet onglet-là. Et j'avais fait des sites sur mes deux passions du moment, qui étaient le skate et le hand. J'ai fait beaucoup des deux dans ma jeunesse. Et puis voilà, petit à petit, finalement, je me suis intéressé à ce monde du web. Et quand il a été le moment de choisir une orientation pour mes études supérieures, j'ai pas mal réfléchi avec mes parents qui m'ont beaucoup guidé et beaucoup aidé dans ces moments-là. Euh, et à l'époque, si tu veux, le web, c'était pas vraiment un métier, c'était plutôt quelque chose qui se faisait à côté. Mais il n'y avait pas vraiment encore des écoles du web. C'était pas vraiment un cursus avec un diplôme, etc. Donc c'était pas évident de choisir cette voie-là. Donc moi j'étais toujours un peu en mode oh bah c'est une passion, c'est quelque chose que je vais faire à côté, mais c'est pas quelque chose que je vais faire de façon professionnelle. Mais comme j'avais un peu cette envie de faire quelque chose de créatif, mais aussi technique, et vraiment dans la construction de quelque chose, au début je me suis orienté vers l'architecture. Et en fait, un jour, ma mère a entendu parler de l'école de design de Nantes. Et m'a dit, bah vas-y, viens, on va aux portes ouvertes. Et au début, je pensais que c'était beaucoup de design produit, du design industriel. Donc, je savais pas trop si ça allait me convenir. Et puis, en fait, ils avaient une filière interactivité qui était absolument idéale pour moi. Donc, j'ai posé une candidature à l'école de design de Nantes et aussi à 2 écoles d'archi. Et j'ai été sur liste d'attente absolument partout. Donc, je savais pas si j'allais pouvoir accéder à une des écoles. Et puis finalement, il y a une place qui s'est libérée à l'école de design avant que je sache si j'allais avoir une place en archi. Et du coup, bah, j'ai assuré la première opportunité. Et puis, je me suis retrouvé à l'école de design de Nantes et j'ai fait un master là-bas. Et la filière interactivité, c'était absolument parfait pour moi. Et voilà. Après, c'est tombé au bon moment aussi parce que c'est à ce moment-là que il y a commencé à avoir des jobs dans le milieu, que ça s'est vraiment développé et que ça a totalement boomé. Voilà. Et du coup, bah, super timing et j'ai eu de la chance par rapport à ça. Aucun regret donc. Absolument aucun regret, même si j'adore l'archi et il y a des jours où je me demande si c'est pas quelque chose que j'aurais aussi pu faire. Euh, mais vu que je suis quelqu'un de très impatient, je sais pas si j'aurais accepté les timelines de l'archi et des projets sur plusieurs années. Donc, je pense que c'est bien que ça reste un peu une passion à côté et que mon métier soit
soit le digital. Justement, tu t'amuses encore à dessiner, à faire du design, de l'architecture à côté ou pas du tout? Alors moi, j'ai jamais vraiment dessiné, donc c'était pas trop la chose que je faisais. C'était plus l'appréciation de l'architecture, l'appréciation d'un bâti, de matériaux, de construction, des espaces, des volumes, de la lumière. Euh, et aujourd'hui, si j'en fais un petit peu, c'est dans ma maison, un peu d'épis de rénovation, etc. Et je suis beaucoup de comptes d'archi sur Instagram, sur Pinterest, etc. C'est plus une inspiration visuelle en fait pour moi. Ok, ça marche. Alors si on en revient un petit peu sur ton parcours, tu l'as dit, tu as fait le master en design d'interaction à l'école de design de Nantes. Et durant tes études, tu as fait des stages. Tu en as fait 2, j'ai noté. Tu en as fait d'abord un chez Firstborn, qui est Ouais, une agence, c'est ça, pour lequel tu as travaillé sur des boissons et sur la Ford Fiesta. c'est ça. C'est T'as ça. bien fait tes recherches, ouais. C'est ça. Et surtout, tu es parti à New York. Ouais. Du coup, j'avais plusieurs questions à te poser là-dessus. C'est d'abord, pourquoi New York? Alors pourquoi New York? Alors en fait, en quatrième année à l'école de design de Nantes, dans le master, tu dois faire ton premier semestre à l'étranger. Ça peut soit être dans une école, soit être dans une entreprise. Et moi, j'avais vraiment envie d'une entreprise. Et à l'époque, quand il fallait réfléchir à la destination, je pense un peu comme tout le monde, on avait tous des destinations exotiques, l'Australie, la Californie, différentes options comme ça. Donc c'est un peu ce que j'ai exploré au début. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de notre industrie à l'époque était vraiment à New York. Et surtout que j'étais très très fan à l'époque d'agences qui faisaient des sites en flash avec des super animations, etc. C'était vraiment le truc qui me branchait. Et une des agences que j'admirais, c'était Firstborn. Et en fait, j'ai envoyé une candidature et ils m'ont dit OK, tu peux venir en stage chez nous. Et ça m'a un peu pris de court et je me suis dit wow, OK, bon, il faut aller à New York maintenant, faut faire les visas, etc. Et donc voilà, ça a été un peu du hasard. Hein, c'est pas, je rêvais pas de cette ville ou quoi que ce soit, mais voilà, ça a été une des candidatures euh, qui a été acceptée, puis une des boîtes qui me plaisait le plus. On pourra en revenir si tu veux après sur cette expérience-là, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Et puis bah, finalement, j'ai passé 10 ans là-bas. Donc c'est souvent le cas dans la carrière et dans la vie des gens. Hein. On va quelque part un peu par hasard, puis en fait, on s'y retrouve pendant plusieurs années. On va y revenir. Mais justement, tu as bien anticipé ma question. Je voulais savoir justement ce que tu as appris cette première expérience. Et avant ça, tu parlais de site en flash. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais en fait? Parce que j'ai juste vu que tu étais stagiaire designer, mais ça veut tout et rien dire. Donc, Ouais. est-ce que tu as commencé à mettre un pied dans le produit? Est-ce que c'était plus vraiment ce qu'on peut se dire de l'agence et c'était vraiment de la com? Qu'est-ce que tu Ouais, faisais? c'était vraiment de la com et c'est vraiment de la pub digitale qu'ils font. C'était juste avant que la pub vraiment se transforme avec énormément de campagnes sur Facebook, tous ces réseaux sociaux. Donc j'ai eu encore de la chance de pouvoir bosser sur des microsites, etc. Ça a beaucoup changé au moment où je suis parti. Ils ont fait beaucoup plus de campagnes sur les réseaux et du coup avec des supports beaucoup plus statiques. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Euh, Après, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore une dimension produit digital aussi développée que maintenant. Il n'y avait pas vraiment d'options de start-up ou d'entreprises sur lesquelles vraiment tu pouvais bosser sur des produits. Et donc, on a été beaucoup à faire des stages dans des agences, vraiment plus sur de la communication. Et voilà, en tant que stagiaire, moi, si tu veux, je suis arrivé et déjà, je parlais pas très bien anglais. Donc, ma première mission, ça a été de développer ça et de pouvoir bien discuter avec tout le monde. Puisque si tu comprends pas ce qu'on dit et si tu te fais pas comprendre, globalement, tu peux pas faire grand-chose, surtout dans la com. Donc ça a été très compliqué. Mais on m'a quand même donné pas mal de missions. Très souvent, c'était reprendre les PSD des directeurs de créa et des directeurs artistiques qui avaient besoin d'être un peu nettoyés, réorganisés, etc. Donc vraiment du boulot de stagiaire comme tu peux l'imaginer. Mais moi, c'était super parce qu'en fait, je pouvais ouvrir leur PSD, je pouvais regarder comment c'était fait, et je me suis rendu compte que j'étais nul.
en fait, et que eux, ils étaient incroyables. Et j'ai rarement bossé avec des gens si talentueux. Ça a été un milieu que j'ai pas du tout aimé, la pub, mais les gens qui bossaient dedans étaient hallucinants, quoi. Vraiment des artistes et une capacité à retranscrire une idée dans une image qui est juste absolument bluffante. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses techniques, je dirais, liées à Photoshop particulièrement. Et puis une découverte du monde de l'entreprise, de comment ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce que c'est une agence de pub new-yorkaise, tu vois, quand même, c'est un peu des icônes quand même dans le milieu de la créa. Et voilà, et puis ça m'a surtout appris ce que je voulais pas faire. Ce que je voulais pas faire, c'était la pub. Donc en fait, c'était une très bonne expérience pour finalement s'orienter ailleurs. Et ça avait rien à voir avec la boîte. C'était vraiment, c'est quelque chose qui est pas aligné avec moi profondément. L'idée de mettre mes compétences au profit d'entreprises pour vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin, c'était juste pas ce que j'avais envie de faire de ma carrière, même s'il y a des parties qui sont très intéressantes, mais c'était juste pas pour moi en fait. Et j'avais pas vraiment d'intuition, je me retrouvais dans des réunions de brainstorming où en fait je comprenais rien à comment les idées arrivent en fait. C'était n'importe quoi. Et moi je pense que je suis un peu plus pragmatique et rationnel. Et c'est aussi pour ça que le produit me va beaucoup mieux. C'est plutôt t'as un souci dans une navigation, dans un flow, etc. Il faut le résoudre. Eh ben t'y vas et tu résous le problème. La pub c'est un peu plus abstrait quoi. C'est bon, faut faire connaître notre produit, il faut que ce soit viral, etc. Et tout ça, c'est un peu hasardeux d'une certaine façon. Donc, c'était pas fait pour moi et c'était pas ce que j'aimais, donc tant mieux. Et je me suis réorienté vers du produit. Ce qui nous amène tout de suite à Behance, puisque Ouais. après, à la fin de tes études, du coup, tu retournes aux États-Unis, tu retournes à New York. Ouais, même avant la fin. Ouais. Ouais. Tu vas nous en dire un peu plus, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas Behance. J'espère que les gens qui nous écoutent connaissent un peu. C'est une plateforme sur laquelle les artistes et les designers peuvent poster en fait leurs créations. C'est un site qui a été fondé en 2005 et qui a été racheté en 2012 par Adobe. On reviendra dessus aussi. Et donc du coup, toi, à partir de février 2011, tu rejoins justement, tu rejoins Behance. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner déjà à New York et d'aller dans une petite boîte? Parce qu'il me semble qu'à l'époque, Behance, c'était 20 personnes. Ouais. Alors, en fait, à l'époque, je réfléchissais plutôt à aller à Paris. En fait, c'était en cinquième année, donc vraiment avant le diplôme. Et je crois que c'est le deuxième semestre de la cinquième année où tu dois faire un dernier stage et c'est un peu ton stage diplômant. Il y a beaucoup de gens qui sont embauchés ensuite dans la boîte dans laquelle ils sont, si ça leur plaît évidemment. Et en fait, pour moi, New York, c'était une parenthèse. En fait, ça avait été 6 mois d'expérience fabuleuse. Mais je sais pas pourquoi, hein, mis dans la tête que je travaillerais en France et que je travaillerais à Paris, puisque globalement c'était la seule option à l'époque. Hein, il n'y avait rien d'autre de développé. Et encore, Paris n'était pas très développé non plus euh, par rapport à aujourd'hui et l'écosystème incroyable qu'on a dans la tech en France. Et puis en fait, à force de réfléchir. Avec d'ailleurs ma copine à l'époque qui est devenue ma femme depuis. Euh, on s'est dit, en fait, ça nous manque quoi les États-Unis, puisqu'elle était venue avec moi sur le premier stage aussi. Elle a aussi fait l'école de design de Nantes. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah vas-y, on y retourne. Et donc, on a cherché entre New York et SF. Et on a tous les deux trouvé un stage à New York. Et donc, on y est retourné. Euh, Behance, en fait, c'est assez drôle comment ça s'est passé. Alors moi, j'avais déjà utilisé le produit à l'époque. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour présenter certains de mes projets de l'école. Et c'était un réseau tout neuf, en fait, hein, vraiment assez innovant sur pas mal de choses, notamment comment tu présentes ton boulot et l'éditeur de projet qui était assez révolutionnaire à l'époque. Faut se souvenir, à l'époque, il y avait pas trop euh, de real time, c'était les tout débuts de ce qu'on appelait Ajax et des technologies qui te permettent de pas rafraîchir la page pour faire des trucs. Et eux, ils l'avaient vachement bien utilisé et tu pouvais vraiment construire ton projet, drag and drop, etc. Enfin, c'était assez bien fait. Et en fait, j'avais vu qu'ils avaient une offre d'emploi pour un designer d'interactivité.
Et bah moi j'étais pas designer encore, j'étais stagiaire, j'étais junior et du coup je m'étais dit bon bah j'ai pas l'expérience encore pour y aller et je me suis trouvé un stage chez Microsoft à New York et en fait ça traînait, ça traînait, ça traînait, les RH m'envoyaient pas les papiers, la timeline devenait de plus en plus serrée, de plus en plus courte. Et puis soudainement j'ai un email du cofondateur de Behance dans ma boîte, Mathias, du coup, qui est le cofondateur designer, et qui dit, bah voilà, on a trouvé ton portfolio, on a vu sur ton portfolio que tu cherchais un stage à New York, bah, nous on est à New York et puis on a un stage à te proposer. Et Wow. là, du coup, je leur dis, bon bah c'est cool, mais moi en fait j'ai déjà un stage et je vais signer. Et ils me disent, bah nous on aimerait parler avec toi quoi. Donc je fais un Skype avec lui et puis en fait dans le Skype je rencontre quasiment tout le monde de la boîte, les uns après les autres. À l'époque ils étaient une dizaine. Et ça me prend totalement de court en fait. Je me dis mais ces gens-là, ils sont géniaux. Euh, la boîte, elle est top. J'utilise le produit. C'est pour les créas, donc c'est mon milieu, c'est mes potes, c'est les gens de mon école. Tu vois, c'est vraiment mes peers quoi en fait. Hein. Et, euh, et du coup, je me laisse tenter quoi. Et je vais chez Behance et je suis, je crois, le 12e à arriver, quelque chose comme ça. Le troisième designer en comptant Mathias, le cofondateur, donc juste le deuxième designer en fait, si tu prends pas les fondateurs, parce que bon, ils passent quand même beaucoup de temps à faire autre chose. Euh, et en fait, voilà, expérience absolument géniale. Et ça, c'est en 2011 et on est en 2022, j'y suis encore quoi. Ça, j'aurais jamais pu l'anticiper, mais ouais, ouais, super, super histoire, quoi. Je vois ça. Donc encore une fois, aucun regret. Ah non, du tout. Bah non, non, parce que là, pour le coup, je pense que ça a tellement changé ma vie de plein de points de vue différents et c'est bien ce qui m'a aussi donné envie de rester à New York parce que quand tu es loin de ta famille, finalement, ta nouvelle famille, c'est aussi tes collègues. Euh, Sauf si, voilà, tu as des enfants, etc. Mais moi, j'étais vraiment très jeune quand je suis arrivé là-bas. Et ils m'ont énormément aidé pour m'intégrer, pour tout en fait. Ça a été vraiment beaucoup plus que professionnel et notamment aussi pour le développement de l'anglais, puisque Mathias, le cofondateur, lui est espagnol et il venait de Barcelone et il était à New York depuis, je crois que c'était 5-6 ans quand je suis arrivé. Et le premier jour, il m'a dit, écoute, euh, tu me dis, hein, mais soit je te reprends à chaque mot que tu dis mal, soit je laisse filer. Tu choisis. Et je lui ai dit, bah non, reprends-moi. Et les premiers mois, il m'arrêtait, mais je te jure, c'était toutes les phrases, quoi. Et en fait, en l'espace de 3 à 6 mois, j'ai énormément progressé. Je suis devenu totalement bilingue. Et sans lui et sans son aide, je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et la langue pour s'intégrer, c'est ultra important. Et s'intégrer personnellement et professionnellement. Et ça a été vraiment incroyable pour moi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça reste, voilà, des amis, des très très bons amis. Et je suis hyper reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ouais. Si on revient sur la partie plus professionnelle, du coup, tu disais deux designers. Toi, à ton arrivée, qu'est-ce qui est attendu de toi et sur quoi tu travailles? Alors en fait, à l'époque, Behance, on avait pas mal de produits. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. On a beaucoup raccourci en gros la ligne de produits, mais c'était un peu à l'époque, voilà, de start-up où tu dois un peu aller à gauche à droite et voir ce qui prend en fait. Hein. Donc Behance est né avec des produits papier, d'organisation, des carnets de notes, etc., et une méthodologie aussi de projet et un outil de gestion de projet en ligne. Et après, il y a le blog qui s'est développé, qui s'est transformé en network, que voilà, la plupart des gens aujourd'hui connaissent puisque c'est le produit principal sur lequel on a quand même un peu plus de 30 millions d'utilisateurs, il me semble. Euh, et on avait aussi des sites qui étaient des verticales, donc des sites isolés, tu vois, que pour le graphic design, que pour l'architecture, que pour la photo, etc. Euh, et on avait aussi, on vendait des t-shirts, etc. On avait une espèce de petite boutique en ligne avec des petits objets sympas, etc. Enfin, vraiment, c'était mais complètement éparpillé. Ça fait beaucoup de choses pour 12 personnes.
Ouais, non mais c'est absurde. C'est vraiment ridicule et on l'a appris très vite hein, que c'était pas quelque chose qu'on pouvait enfin qui était pérenne. Et on avait aussi, du coup, ils étaient en train de construire ProSite, qui est aujourd'hui Adobe Portfolio, qui est un outil pour créer ton site à partir de tes projets Behance. Et en fait, quand je suis arrivé, ils venaient juste de lancer ProSite, où ils étaient sur le point de le lancer. Et donc, j'ai pas mal aidé au début sur tester le produit, améliorer certaines choses, développer ce qu'il y a autour du produit, tu vois, un forum, voilà, ces parties-là du produit. J'ai bossé sur le network, bien évidemment. J'ai bossé sur Action Method, du coup, qui était l'outil de gestion de projet. En fait, j'ai vraiment aidé un peu partout, quoi. Vraiment en mode startup, il y a un peu le feu à gauche à droite. Aide où tu peux aider, quoi. Et Et en fait, vas-y. ouais, j'allais dire à l'époque, ton rôle c'était quoi? Juste un rôle de. Tu faisais principalement les interfaces, tu allais aussi faire de la recherche utilisateur, ou comme tu disais, comme c'était le feu, qu'est-ce que tu faisais Ouais, concrètement? que de l'interface. Globalement, c'était vraiment de la prod. À la fois, en fait, vraiment tout, quoi. C'était conception, wireframe, design, production derrière, assister les devs ensuite dans le développement, euh, review, test et lancement. C'était vraiment la première fois en fait que je touchais à ça de A à Z. Et du coup, j'ai pu travailler sur tout ça d'un coup. Euh, ouais, c'était assez complet. Mais à l'époque, en fait, on faisait pas de recherche utilisateur. C'était quelque chose que les founders n'avaient pas trop de, ils avaient pas trop de croyances là-dedans. À chaque fois qu'ils avaient fait des focus group, etc., ça s'était très mal passé. D'ailleurs, le dernier focus group qu'ils ont fait, c'est quand les gens leur ont dit non, non, personne n'a besoin de Behance, on n'a pas besoin d'un autre réseau, on n'a pas besoin d'un autre login, mot de passe. MySpace, c'est très bien et on met notre taf là-bas, quoi. Et donc, s'ils avaient écouté ça, Behance ne serait jamais né. Et du coup, de cette expérience-là, c'est créer cette espèce de croyance que les focus group, c'était inutile. Et évidemment, au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte que ça n'a pas besoin d'être si noir ou blanc, quoi. Euh, il faut les faire d'une certaine façon, dans un certain contexte, faut poser les bonnes questions, etc. Mais voilà, du coup, il y avait vraiment très peu de recherche. C'était vraiment très basé sur l'intuition et la vision de Scott, euh, qui était le CEO. Et voilà, c'était fascinant. Ça allait très vite, du coup. C'était une idée, pouf, design, et puis après, on construisait le truc 2 semaines après, quoi. Ça fusait dans tous les sens. Et moi, ça me nourrissait énormément, quoi. Enfin, c'était génial pour moi. En plus, j'étais jeune, j'étais libre, je pouvais bosser tard. Enfin, c'était vraiment l'expérience startup géniale, quoi. Et justement, au bout de 6 mois après ton stage, tu passes senior designer. Ce qui m'épate un peu, c'est qu'en très peu de temps, tu deviens senior. Ouais. Comment t'expliques ça? Ben moi aussi, ça m'a surpris en fait. C'était à l'issue du stage quand ils m'ont fait une proposition d'offre d'emploi en fait pour que je reste et que je retourne pas en France. Je me souviens, je prenais un petit déj avec Scott et Mathias du coup à Balthazar, hein, une sorte de brasserie assez connue à Sceaux, en plein milieu de Manhattan, vraiment juste en bas de notre bureau. Et ils me donnent l'offre. Et dessus, c'est marqué senior designer. Et je me souviens, ça a été ma première question. Je leur ai dit, mais vous êtes trompés, je suis pas du tout senior. C'était quoi, 2011, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et ils me disent, non, non, mais nous, on va te donner un poste par rapport à ce qu'on pense tu peux contribuer, ce que tu sais faire. On s'en fiche de combien de temps d'expérience que tu as, etc. Donc voilà, aujourd'hui dans la boîte, tu es senior designer. Et franchement, ça voulait pas dire grand-chose parce qu'on était une quinzaine. Et, euh, et voilà, donc je me suis pas trop attaché à ça. Mais c'est vrai que très rapidement, ça a été senior, puis ensuite je suis passé lead, et puis après on a été racheté. Et cette progression, elle s'est faite extrêmement rapidement, mais je pense juste parce que j'ai eu trop de chance de tomber avec des gens qui m'ont fait hyper confiance et qui ont toujours eu envie de me pousser vers le haut, en fait, quoi. Du coup, ça a pas eu vraiment d'impact en fait sur ton travail au quotidien. Le fait que tu passes senior puis lead, en fait, c'était juste un nom. Ouais, c'était juste un nom. Surtout, voilà, les titres à l'intérieur de petites organisations, elles ont pas trop d'importance. Enfin, alors moi, je pense toujours que c'est très important pour ta carrière et ça a quand même de la valeur et il faut quand même faire attention à ça. Mais à l'intérieur d'une petite entreprise, ça change pas nécessairement le rôle que tu as. Et puis nous, on était un peu
des artisans hein, à aller mettre les mains un peu partout. Donc c'est pas comme si tu vois on te restreignait sur une partie du produit et que voilà tes tâches et tes missions c'était ABC et que tu pouvais pas aller au-delà. Donc là-dessus ça a pas trop changé. Ce qui a un peu changé c'est quand je suis passé lead et aussi c'est quand on a réfléchi à quelle quelle mission les designers devaient se répartir. Et la mienne, en fait, c'était lead designer et quelque chose, je sais plus comment c'était, head of discovery ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était toute la partie, comment est-ce que tu trouves des projets, comment est-ce que tu t'inspires sur Behance, comment est-ce que tu cherches des projets, comment est-ce que tu filtres, etc. Toute cette partie-là, en fait, la homepage de Behance de l'époque. Et moi, j'étais responsable de ça. Il y en avait un autre qui était plus responsable de tout ce qui était croissance, optimisation des funnels, etc. Il y en avait un autre qui était un peu plus basé sur le mobile. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est réparti les rôles. Et c'est à partir de ce moment-là où on a été un peu plus carré quand même. Euh, et je crois que c'est juste après avoir levé une série A où voilà, on avait des investisseurs et maintenant il fallait aussi avancer et montrer que les KPI allaient dans le bon sens, etc. Donc être un peu plus focus. Et ça a changé un petit peu. Mais sinon, les titres globalement n'ont jamais rien changé dans la façon dont je bosse, sur les projets sur lesquels j'ai envie de bosser, etc. J'aimerais bien revenir sur un projet sur lequel tu as quand même bossé chez Behance avant d'être racheté par Adobe. C'est tu as bossé sur la première application iOS, c'est ça? Ouais, Comment t'as appréhendé ce nouveau défi? Parce que c'était en 2011. Donc ouais, à l'époque, c'était le boom de il y a une ouais. application pour ça. Mhm. Comment justement t'appréhendes, t'arrives dans une, enfin, ça fait 8 mois que tu es dans une boîte, on te confie ce projet, comment tu fais ça? Moi, j'étais trop content de pouvoir bosser sur une app. C'était la première fois, vraiment pas la première fois que je designais quelques écrans, mais la première fois vraiment que j'étais responsable d'une app. Euh, alors à l'époque, on n'avait pas les développeurs mobiles en interne. On utilisait une boîte qui s'appelle Thumbs Lab pour faire le développement. D'ailleurs, que derrière on a racheté. Enfin, je crois que c'était 3 ou 4 ingénieurs et ils ont rejoint Adobe une fois qu'on a été racheté. Et du coup, c'était pas la même façon de bosser que celle de Behance puisque j'avais pas les ingénieurs juste à côté de moi. Donc ça a été beaucoup plus un travail de fournir énormément de maquettes plutôt que d'en faire un tout petit peu et puis de pouvoir discuter de ça avec les ingénieurs dans la même journée. Et donc un peu plus sérieux, un peu plus cadré. Et moi, j'aborde ça vraiment en mode défi et challenge et en mode bah, ça va me permettre d'apprendre plein de trucs. Et l'une des premières choses à l'époque, c'était est-ce que tu designs en 1x, 2x, Retina, par Retina, euh, comment est-ce que tu fais, c'est quelle taille le canvas, comment est-ce que tu fais par rapport aux différents devices. Alors il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc c'était un peu plus facile. Il n'y avait pas d'app universelle non plus, donc tu n'avais pas besoin de penser à l'iPad en même temps. Euh, et voilà, et puis c'est l'époque de tous les petits détails à l'intérieur des boutons, de plein de dégradés, des petits inner shadows, les petits contours, les petits machins trucs, les petites ombres et tout. Et là, je me suis vraiment fait vachement plaisir et ça a été vraiment un super projet. Et ensuite, on a enchaîné sur la deuxième version de l'app. Et c'est là où je l'ai passé à un autre designer qui s'est ensuite occupé de tout le mobile. Mais ça a été un super projet. Ouais. T'en retiens quoi en positif et en négatif en apprentissage, on va dire? De ce projet-là, Ouais. c'est une bonne question. Et puis en plus, c'est lointain vraiment. Positif, je dirais, ça a été important pour moi parce que j'étais très très web et c'était un gros challenge d'aller sur du mobile et de se retrouver sur un environnement que tu connais beaucoup moins. Et je me suis rendu compte en fait que je pouvais le faire et que le design, au cœur, c'est une réflexion et, et peu importe finalement quel est le device sur lequel tu vas designer ou quel est l'environnement, ce qui compte le plus, c'est vraiment la réflexion et ta capacité aussi à te transformer pour apprendre des nouvelles choses et à t'adapter à l'évolution euh, de la tech. Donc pour moi, ça a été un challenge pour ça et j'ai vachement appris personnellement par rapport à ça. Euh, le négatif,
ça a été de se rendre compte que le mobile, c'est compliqué dans la façon dont tu le développes. Il y a des releases, il y a des updates. Tu peux pas juste faire un hotfix en prod comme sur le web pour changer quelque chose. Donc t'as moins de flexibilité et les choses prennent quand même plus de temps. Tu peux pas aller inspecter dans le navigateur comme tu fais sur le web. Alors si tu peux, hein, il y a des outils pour, mais c'est beaucoup plus complexe. Et surtout à l'époque, ils n'existaient pas. Ça a beaucoup changé depuis. Mais voilà, un peu cette sensation de ça va moins vite. Et comme je suis très impatient, c'était un peu plus frustrant euh, que les timelines soient un peu différentes. Et puis le plus dur pour moi, ça a été de lâcher l'app et de retourner sur le web aussi. Ça a été une expérience qui m'a un peu marqué. Ben voilà, l'idée de se dire tu peux pas être partout et il y a un moment il faut que tu focuses sur quelque chose et Et pour quelle raison, justement, tu as choisi le web plutôt que les apps? alors en fait j'ai pas eu le choix. Tout simplement, et je pense que même si j'avais eu le choix, j'aurais choisi le web parce que c'était vraiment mon domaine de prédilection. Et je pense que c'était là où je pouvais avoir les plus grosses contributions. Et comme je te disais, avec le process un peu plus lent des apps, je pense que je m'y serais un peu perdu en fait à l'époque. Dedans, j'avais besoin, tu vois, j'avais 22 ans, 23 ans, j'avais besoin que ça aille vite, que j'apprenne plein de trucs, que je puisse tester plein de choses. Et je pense que le web, c'était mieux pour moi à l'époque. Ça marche. Bon, alors ensuite, une fois que tu lâches l'app, tu passes lead designer et quelques mois après, Bien se fait racheter par Adobe. Mhm. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter Adobe pour les gens qui nous écoutent. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change à ta situation, ce rachat et ce passage chez Adobe? Euh, ça change beaucoup de choses. Euh, et ça change beaucoup de choses parce que, alors professionnellement, déjà, je me retrouve dans une grande structure. Donc on pourra revenir là-dessus, mais il y a un gros changement par rapport à ça. Euh, et ne serait-ce que voilà pour contacter les RH, etc. Tout ne se fait plus de bureau en bureau, tout ne se fait plus dans l'open space à Manhattan, c'est beaucoup plus global et du coup je me retrouve dans cette dimension-là qui peut être impressionnante des fois et dans laquelle aussi tu peux te perdre. Et surtout que voilà, je suis pas dans mon pays, donc je comprends pas comment les assurances maladie fonctionnent, tous ces trucs-là. Enfin voilà, il y a une sorte un peu de surcharge par rapport à ça. Donc il y a ce côté-là qui change. D'un point de vue création et ce qu'on fait tous les jours, finalement, rien ne change. Et c'est là où l'acquisition elle a été top, c'est que Scott a toujours su nous protéger un peu de se faire absorber dans des projets du reste de la boîte, etc. Et vu qu'on était isolé à New York et qu'on était à peu près les seuls à être à New York à Adobe, on avait aussi cette distance géographique qui faisait qu'on arrivait à opérer un peu indépendamment. Et, Parce que Adobe est à San Francisco, c'est ça? ouais, c'est vraiment le produit ASF. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même à l'époque, tout était là-bas. Euh, et du coup, bah, le quotidien change pas vraiment. On continue de bosser sur Behance, etc. Et puis après un rachat, t'as toujours 2, 3 ans où on te laisse un peu tranquille jusqu'à ce qu'on essaye de t'intégrer dans tous les sens. Donc ça a été assez fluide. Et puis voilà, ce qui change pour moi, c'est juste que j'étais endetté et que soudainement je peux rembourser mes dettes. On a aussi accès à un nouveau salaire. On n'est plus une start-up, donc je galérais quand même pas mal à New York sur le salaire un peu start-up. C'était un peu chaud à l'époque. Et donc là, un peu plus de confort, moins de stress autour du loyer, etc. Et ça a été un gros changement. Et voilà, clairement l'argent ne fait pas tout, mais quand tu es dans une situation où c'est un peu chaud, où t'es proche du zéro tous les mois, bah ça fait quand même une sacrée différence. Donc ça a été quand même un gros changement pour moi. J'ai vu que tu avais travaillé aussi, en plus de Bien, sur d'autres projets, que tu avais travaillé par exemple sur Creative Cloud, sur des SDK, sur Adobe Portfolio. Ouais. Comment ça se fait que tu disais que tu étais resté un peu, enfin vous étiez resté de votre côté, comment ça se fait que tu as Ouais. été intégré à des produits Adobe et comment t'as fait pour t'approprier ces sujets Adobe? Ouais. Alors du coup, juste après l'acquisition, on a quand même du temps où on n'est pas intégré. On continue de bosser sur Behance. Et puis très rapidement, Scott
évidemment, alors lui, du coup, Scott, le CEO de Behance, devient vice-président chez Adobe. Et évidemment, c'est lui qui va avoir une vision sur tous les projets qui sont faits chez Adobe, qui va être dans toutes les réunions où en fait son monde c'est plus que Behance. C'est ce qu'il doit défendre, mais il s'ouvre à plein de nouveaux projets et il voit que voilà, on peut contribuer à gauche, à droite, qu'on peut aider sur certains projets. Et puis lui, du coup, il commence à, à s'intéresser à tous ces projets-là et puis à être missionné aussi parce qu'il est hyper talentueux et donc les exécutifs le voient et forcément ils ont envie de son aide et de pouvoir aider sur différentes choses. Et à l'époque, Creative Cloud venait juste de sortir. C'était le moment où on transitionnait entre du software que tu achetais tous les 2-3 ans, enfin dans une boîte, quoi, à de la souscription mensuelle. Et du coup, souscription mensuelle égale accès à des services, égale des updates constantes. Et c'était un peu plus proche de la mentalité de Behance que de la mentalité du développement produit classique. Donc il y a eu aussi pas mal de choses sur lesquelles on a pu aider de ce côté-là. Et puis du coup, Scott se retrouve sur différents projets et doit monter différentes équipes. Et il savait que moi j'aimais toucher à tout et que ça m'intéressait de voir des nouveaux projets. Et donc il me missionne sur certains produits pour aider du coup sur des projets Adobe. Et justement, comment se passe le travail autour de ces projets-là? Est-ce que c'est dans votre coin chez Behance, enfin, je me permets de dire chez Behance, mais dans votre Ouais. équipe à New York, où vous faites ça dans votre coin? Tu as une relation aussi avec les gens à San Francisco? Comment se passe comment ça se passe? Alors je passe la majorité de mon temps à New York. Et puis je dirais peut-être 20-25% de mon temps à San Francisco. Donc je suis quand même assez souvent en déplacement. Et quand j'y vais, c'est pas pour 2 jours, c'est vraiment pour une semaine, 2 semaines, vraiment pour être avec les équipes produits. Et puis sinon, bah, beaucoup de calls, beaucoup de calls, beaucoup trop de calls. Et il y a un moment quand même, j'ai saturé euh, par rapport à ça, mais oui, je me retrouve sur des projets où en fait aussi il y a beaucoup plus de monde, où on lance des initiatives, notamment le SDK dont tu as parlé, vraiment pour réinventer la stratégie mobile d'Adobe qui était complètement éparpillée à l'époque. Et je me retrouve sur des projets où en fait au début il y a 10 personnes et puis on finit à 200 au bout de 2 mois parce que il y a plein de projets en cours dans la boîte et quand tu commences à rassembler différentes teams, bah, tout de suite ça fait beaucoup de monde. Donc je me retrouve à devoir un peu l'idée des initiatives design à l'intérieur de grosses structures et de grosses équipes. Et là, j'avoue, je suis un peu paumé, quoi. Ouais, Là, c'est un peu difficile à ce moment-là. comment tu fais justement? Parce que si on suit ton parcours, ça fait 2-3 ans que tu bosses, que tu as bossé dans une toute petite boîte sur des petits projets avec des personnes qui sont à côté de toi ou plutôt des petites agences donc assez simples de parler avec. Là, comment tu fais? Parce que 200 personnes, ça commence à causer. Ouais. Toi, t'es en dehors du rôle ou en tout cas du titre, tu es plutôt junior ou en tout cas tu commences Mm. à faire tes armes là-dedans. Comment t'appréhendes ça? Comment tu prends ça en main? Comment tu gères? Franchement, ça a été très compliqué quand j'ai dû vraiment transitionner de designer à aussi manager, à devoir embaucher. Et à chaque fois, je devais embaucher et manager des gens qui étaient un peu plus vieux que moi. J'avais un peu de mal par rapport à ça. J'avais l'impression d'être un peu un imposteur. Puis surtout que si tu veux, j'avais pas de vision managériale, j'avais pas de vision stratégique. J'avais une vision design. Je savais où le produit, je voulais l'emmener, où est-ce que ça pouvait aller. Mais j'avais pas de pilier en fait pour tout le reste en fait. Et ça a été compliqué et j'ai été un peu laissé seul en fait pour gérer tout ça, puisque tout allait trop vite en fait. Je pouvais pas vraiment avoir de mentoring. Et donc, je sais pas si j'ai une bonne réponse à cette question, mais c'est un peu juste, voilà, tu te réveilles le matin et puis t'y vas quoi. Puis t'essayes d'avancer, et t'essayes de progresser, t'essayes de prendre des décisions. Ce qui a été compliqué, c'est aussi que soudainement, bah, tout le monde donne son avis. Tu reçois des mails de gens que tu connais pas, qui ont vu le PDF traîner et qui te disent, bah, ça peut-être faut le faire différemment, etc. Donc il y a aussi comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu gères trop d'input sur ton boulot? Comment est-ce que tu dis non à certaines choses? Les choses auxquelles tu peux pas dire non, comment est-ce que tu les rediriges vers ton boss? Voilà, il y avait plein de trucs
sur lesquels j'ai beaucoup progressé, mais qui m'ont posé beaucoup de challenges. Et à l'issue de cette expérience, je me suis rendu compte que en fait, il fallait que je retourne sur du boulot d'IC, quoi. Juste être un designer, un bon designer, pouvoir développer mon craft, mais pas être happé par le management et tout ce que ça induit. Donc vraiment être dans l'expertise technique, expertise design. Et je pense que c'est ça que j'avais de mieux à offrir en fait à la boîte. D'accord. C'est à ce moment-là où tu passes principal designer, c'est ça? Je passe principal designer avant ce changement D'accord. parce que en fait je me retrouve dans des projets et dans des meetings où en fait je dois être celui qui a le plus petit title mais qui peut-être fournit le plus de choses. Et en fait il y a un moment où Scott il dit bah c'est pas normal que voilà tu sois à ce niveau-là et que les deux autres designers de Behance, donc on était trois, soient à ce niveau-là. Donc on nous a tous passé principal. Et au moins, ça nous permettait dans des conversations où c'est un peu plus chaud, où tu dois prendre des décisions, bah, au moins de pas te faire écraser parce que il y a un monsieur qui est senior machin et l'autre qui est blablabla. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a posé problème parce que je pense que fondamentalement, le talent, il est clairement pas dans le Taylor. Tout le monde devrait pouvoir s'écouter, tout le monde devrait pouvoir se respecter, mais n'empêche que surtout dans des grands groupes, des fois, il y a un peu la guerre des titres et qui reporte à qui et qui est plus haut que l'autre et donc qui peut prendre la décision. Et c'était important pour nous au moins de jouer sur le même terrain, quoi, d'être neutre. D'autant plus que nos contributions prouvaient qu'on pouvait être à ce niveau-là. Donc à partir de ce moment-là, tu dois être à ce niveau-là. Donc voilà. Et du coup, je passe Principal, je crois que c'est fin 2014, C'est quelque ça. chose comme ça. Ouais. C'est ce que j'ai noté. Et alors, du coup, c'est un rôle dont on parle pas beaucoup en France. Ouais. Généralement, j'ai l'impression qu'on parle de lead à chief officer ou VP. Enfin bref, Ouais. ça consiste en quoi ce rôle en fait? Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un rôle qui est pas très connu. Alors, aux US, il l'est. Je crois qu'en France, quand même, ça commence à se développer. En gros, et je peux te parler de comment Adobe conçoit ce rôle. Je sais pas si c'est le cas partout, mais de ce que j'ai entendu, c'est à peu près le cas. Tu as deux tracks. Tu as le track du management et tu as le track de l'IC, de l'individual contributor. Donc vraiment quelqu'un qui est dans l'expertise et qui va pas s'occuper, qui va pas manager des gens, qui peut leader des produits, qui peut leader des projets, etc., mais qui va pas s'occuper euh, de développer des gens. Pas directement en tout cas. Et dans ce track d'IC, que du coup moi j'ai choisi, euh, tu as le poste de principal qui en fait c'est director of design cité dans le côté management. Donc c'est niveau directeur et dans des grosses boîtes généralement tu as niveau de base, manager, directeur, senior directeur, VP, senior VP et ensuite tu as les C-level. Et du coup c'est l'équivalent en fait de directeur mais à l'intérieur d'un track plus personnel. Et ça te permet en fait de te développer, de croître, de continuer d'accéder à des nouveaux niveaux sans nécessairement devoir passer par le track de management qui ne convient pas à tout le monde en fait. Ce que tu disais justement, ton cas où justement toi tu voulais juste être individuel contributeur. Et Ouais, ça m'intéresse beaucoup, ce ouais, point-là. C'est à quel moment tu vois, par exemple, quand tu es manager, c'est assez simple. On te rajoute de plus en plus de monde en dessous de toi. Puis après, ouais. tu manages des gens qui managent. En tant qu'individuel contributeur, à quel moment il y a un plafond de verre ou à quel moment tu te dis que tu peux pas aller au-delà? Tu vois, je me dis, une fois que tu maîtrises le craft, une fois que tu sais Mhm. maîtriser la user research, etc., comment tu passes au-dessus? Ou qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu veux dire au-dessus de principal? C'est ça. Pour Qu'est-ce toi, qu'il en pourrait y fait, avoir après là qu'est-ce qu'il pour moi? pourrait y avoir? Oui, c'est ça. Ouais, c'est une bonne question et je crois qu'il n'y a pas de vraie réponse et je pense que les boîtes sont toujours en train de se poser cette question-là parce qu'elle est vraiment pas évidente. Elle est plus évidente pour les ingés
qui deviennent des fois fellow, etc., qui ont vraiment une sorte d'expertise transversale à la boîte, tu vois, des architectes, etc., ou des gens qui maîtrisent une partie du code vieille de 20 ans dans Photoshop, tu vois, qui sont à un niveau où en fait c'est impressionnant. Pour le design, c'est un peu plus subtil. Euh, et c'est évidemment une question que je me pose quand je réfléchis à ma carrière et qu'est-ce que je pourrais faire par la suite. Je pense que pour moi, il y a l'idée de pouvoir contribuer à plus de produits, plus de projets sans nécessairement les avoir sous moi d'une certaine façon. Tu vois, je peux intervenir sur certains projets de Behance sans nécessairement que ce soit mon projet. Je peux aider des designers à se développer, les aider à, aussi à les orienter d'un point de vue produit, etc., mais d'un point de vue carrière aussi. Donc il y a tout cet accompagnement sans nécessairement que ce soit tes designers techniquement, que tu sois leur manager, etc. Donc il y a une espèce d'influence sans autorité d'une Donc plus, certaine façon. plus un rôle de mentor. Ouais, exactement. Ouais. Ok, très bien. On va peut-être prendre un exemple pour voir un peu comment ça se passe, parce que depuis tout à l'heure, on est un peu dans le théorique. Quand tu es redevenu individual contributor, tu as travaillé juste sur Adobe Portfolio, c'est ça? Ouais, alors il y a une partie qui ne figure pas sur mon LinkedIn et qui aujourd'hui est un peu anecdotique, mais début 2015, je pars d'Adobe. Enfin, elle n'est pas anecdotique dans mon parcours, elle n'est pas anecdotique personnellement, mais elle est devenue à l'échelle des 10 plus années professionnelles. Mais je pars pendant un an. Tu pars pour des Euh, topics, c'est ça? c'est ça, exactement. T'as trouvé. J'ai réussi à le trouver. J'ai un peu galéré, et Super. je me l'étais gardé pour la fin, mais comme tu Ouais, parles. ok. Bah, du coup, c'est le bon moment d'en parler. Euh, en fait, il y a un peu je suis un peu brûlé par la rapidité à laquelle tout va, où j'ai l'impression que mon rôle ne fait que changer systématiquement. Je me retrouve de designer à manager, à embaucher, à passer mon temps en SF, passer mon temps en call, et en fait, je design plus du tout. Je suis totalement brûlé. Et vu que je suis encore très jeune, que j'ai pas beaucoup de maturité et que j'ai jamais eu l'expérience de partir d'une boîte, d'aller ailleurs, etc. Ben, j'attends trop longtemps pour essayer de changer des choses. Et en fait, j'attends trop longtemps et j'ai pas d'autre choix que de partir. Genre, juste, je n'en peux plus, quoi. Je me souviens, c'est après les vacances de Noël, j'arrive début janvier sur mon ordi, je l'allume et littéralement, je me dis, je peux plus faire ça. Hmm. Mais totalement bloqué, tu vois. Et puis c'est totalement personnel, en fait. C'est de ma faute, quoi. C'est pas la faute des autres, etc. C'est que j'ai voulu trop contenir, trop essayer, tu vois, de ce que je te disais, de résoudre les trucs un peu seul. J'avais pas trop d'assistance, pas trop de mentor. Je savais pas comment un designer pouvait évoluer, etc. Et juste, j'essaie trop de prendre sur moi jusqu'à un moment, en fait, où je peux plus. Et je me dis, je vais monter un truc. Et en plus, j'avais plein d'idées et j'avais un pote de l'école qui avait aussi des idées similaires. Et du coup, on se dit, vas-y, on va monter une boîte. On monte la boîte. Et puis, en fait, on se rend compte que monter une boîte, c'est pas juste monter la boîte, quoi. Et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on arrive à faire un produit, on arrive à avoir un super dev, Antoine, qui vient de l'éthique, qui nous rejoint. Super expérience, vraiment. On a appris plein de trucs, mais ça stick pas, quoi. On n'a pas product market fit, on n'a pas levé assez, et donc Peut-être bah, naturellement la boîte doit disparaître d'une certaine façon. peut-être que juste pour remettre dans le contexte, donc du coup, tu fondes la boîte qui s'appelle Topic, et le but, c'était, de ce que j'ai vu, c'était d'être une sorte de concurrent de Reddit, c'est ça? Ouais, c'est pas comme ça qu'on le voyait, mais en fait, c'est un peu ce que c'est devenu d'une certaine façon. Mais si on devait se comparer à Reddit, il y a une grande partie sur laquelle on avait bossé, sur tout ce qui était safety, privacy, etc., que Reddit n'avait pas et où il y avait énormément d'harcèlement. Et nous, ce qu'on voulait, c'était euh, que tu puisses ouvrir un peu des communautés sur certains sujets qui te plaisaient, que tu puisses partager des ressources, que tu puisses les commenter, mais qu'à tout moment, tu aies le contrôle sur tout ça, en fait et que si tu commençais
à avoir un souci avec d'autres utilisateurs, que ce soit aussi simple que de fermer ton truc, que de kicker des gens, etc. Donc on avait pas mal bossé sur tout ce côté-là, mais c'était une sorte de mix entre Reddit et un Pinterest, mais plus pour des liens en fait, des ressources. Donc, par exemple, tu pouvais ouvrir je te donne des exemples concrets de ce qu'avaient fait nos utilisateurs. Euh, Par exemple, j'avais un ami qui avait créé une board sur être parent et avec la technologie. Donc, il relayait pas mal d'articles sur le screen time pour les enfants, comment est-ce que tu pouvais faire, etc. Et donc, au fur et à mesure, tu avais des gens qui rejoignaient le truc et qui contribuaient, etc. Et puis, tu avais aussi, parfois, c'était des listes, par exemple, les meilleures agences de design ou les meilleurs documentaires de design. Et puis, les gens, ils pouvaient contribuer, ajouter les leurs. Upvote ou downvote. Je crois pas qu'on avait le downvote, je crois qu'on avait que l'upvote, justement, pour le côté positif. Jamais rabaisser, mais tout le temps élevé. Euh, et voilà, et on a eu plusieurs milliers d'utilisateurs, mais on n'a pas réussi à l'emmener dans une dimension où on aurait pu lever plus de fonds et en faire vraiment quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous réalisez que le projet doit s'arrêter? Ouais, alors du coup, on n'a pas attendu avant l'arrêt définitif pour chercher des options, des échappatoires. Maxime, mon cofondateur, lui, retrouve une opportunité intéressante chez Meetup. Et lui, il a toujours été c'est un fédérateur, c'est vraiment un constructeur de communauté, et il se retrouve parfaitement dans ce rôle-là. Donc lui, il s'en va à Meetup. Moi, j'essaye de continuer un peu à développer le produit avec Antoine, notre dev, et on lance pas mal de fonctionnalités hyper intéressantes. Mais en fait, c'est très compliqué en même temps d'essayer de fundraise. En plus, tu perds un founder. Je veux dire, les choses, elles sont pas en ton avantage, tu vois. Et j'avais dans la liste des investisseurs Zach, mon collègue de longue date chez Behance, qui était du coup le premier designer après le fondateur, après Mathias, qui lui du coup était un investisseur dans Topic et qui voit le truc de près et qui me dit mais en fait Clem, tu t'as qu'à revenir. On a plein de projets hyper intéressants. T'as appris plein de trucs. Maintenant, tu sais un peu mieux ce que tu veux faire et puis on te crafte un rôle qui te convient parfaitement. Oublie l'école, oublie SF, oublie Adobe et puis tu rebosses sur des choses qu'on fait en interne chez Behance à New York avec la même équipe qu'avant. Et là, je commence à réfléchir du coup. Et là, pour moi, c'est la honte totale parce que je me dis, je vais planter mes investisseurs, je vais pas leur rendre leur argent. Tu vois, je commence à paniquer quoi. Je me dis, c'est pas possible, pas ça quoi, pas après un an, c'est trop court. Et, euh, et du coup, je me dis, mais si on le fait, il faut qu'Antoine soit embauché aussi. Et Antoine, il finit euh, son cursus à l'éthique. Il n'est pas encore vraiment embauchable. Il faut qu'il finisse son stage avec nous, etc. Et puis après, puis est-ce qu'il veut vraiment? Tu vois, je savais pas trop. Donc c'était pas évident, c'était pas aussi facile qu'une embauche. Puis en plus, il lui fallait un visa, etc. Parce qu'il était aussi français. Mais voilà, petit à petit, l'idée fait son chemin. Je parle à tous mes investisseurs et ils me disent mais Clem, mais oublie notre argent. Nous, on l'a fait pour t'aider, te supporter. Si ça marche pas, tant pis, tu nous le rends pas. De toute façon, quand on investit, on sait qu'on va le perdre à 95% du temps. Donc surtout, t'en fais pas pour ça. Ferme bien le truc proprement. Prends ta prochaine opportunité et sois heureux, quoi. Et là, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je me prends trop le chou et ces gens-là, ils sont juste adorables et on les avait sélectionnés parce qu'ils étaient proches de nous. Et donc là, commence un process qui a franchement, sans mentir, qui a duré 2-3 ans avant que je me sente confortable à l'idée d'avoir fermé cette boîte et que je m'en remette. Mais pour moi, c'était parfait de retourner à Adobe puisque j'étais un peu affaibli à l'époque et j'avais besoin de retrouver la confiance, etc. Et rien de mieux que retourner dans un environnement familier avec des gens qui te connaissent, t'as pas tout à reprouver, etc. Et donc là, je retourne à Behance en négociant un rôle d'IC. Voilà, ça avait commencé avant en étant principal, même si j'avais 5 designers sous moi. Mais là, vraiment en disant, OK, moi, je veux que focus sur le produit. Je veux pouvoir avoir un leadership produit et technique, mais j'ai pas les épaules aujourd'hui pour remonter une team, avoir des gens sous moi, etc. Je veux vraiment développer mon craft, ce que j'ai eu du mal à faire dans les années d'avant. Et en fait, tout ça, ça arrive en l'espace de 2-3 semaines, ça se fait super vite.
et je retourne à Adobe avant même que la boîte soit totalement fermée. Et puis après, ça m'a mis plusieurs mois avec les avocats pour vraiment bien fermer le truc. Mais ouais, un peu traumatisant quand même comme expérience. Et puis aussi dans ce process-là, bah pas évident avec ton cofondateur, tu vois, on s'est un peu perdu de vue, etc. Parce que bah il y a des tensions autour de la boîte, t'as pas réussi, on n'a pas réussi à deux, voilà, c'était un peu compliqué là-dessus, enfin émotionnellement, t'es un peu bas quoi. Mais l'important c'est que tout le monde ait su rebondir. Euh, et tu vois aujourd'hui, Antoine est toujours chez Adobe. Il bosse sur des super projets hyper intéressants. J'espère que ça l'épanouit toujours autant. Maxime, il est directeur au New York Times. Donc tu vois, il y a une sorte de quand même il y a un fil conducteur, tu vois, Meetup, New York Times, communauté, les news, les médias. Enfin, je pense qu'il a gardé, euh, au moins ça a pu être un peu un tremplin vers la suite pour tout le monde. Et puis moi, de mon côté, je retourne à Adobe et puis j'ai énormément appris de ce que j'avais envie de faire, de là où j'étais bon, là où j'étais pas bon. Donc au final, c'est une expérience très positive, euh, mais euh, mais bourrée de déceptions en très peu de temps. Et, euh, et du coup un peu compliqué, mais beaucoup d'apprentissage. Puis aussi énormément de respect pour l'entrepreneuriat. Enfin, vraiment, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, que c'est difficile. Et tu démarres, mais avec tous les handicaps possibles, quoi. Il y a rien qui va en ta faveur. Mm. Et du coup, quand on voit les belles boîtes qu'on a en France et même toutes les belles boîtes qui fleurissent un peu partout, tu te dis, mais derrière ça, il y a tellement de boulot. C'est pas que les articles de ah ils ont levé tant, ah oui ça devient une licorne, ah là, on adore célébrer ça, mais en fait le taf il est complètement ailleurs. Et du coup très très impressionné par ce que peuvent faire certains entrepreneurs. Je ressors de ça, tu vois, genre un peu comment dire, je me sens un peu petit, tu vois. Je Ouais. me dis waouh, il y en a qui font des trucs qui sont quand même incroyables quoi. Et toi, justement, une fois que tu as tout ce passage-là, tu vois enfin vers quoi tu veux aller. Ouais, On va dire que c'est un mal nécessaire. ouais. Quand tu retournes chez Adobe, tu travailles sur quoi? C'est à ce moment-là où tu travailles sur Adobe Portfolio? Ouais, alors en fait, Adobe Portfolio, ça devait être la deuxième version de Behance ProSite Ouais. que j'avais commencé à designer avant de partir. C'était un de mes projets, une de mes responsabilités. J'avais embauché un designer d'ailleurs par rapport à ça. Et quand je pars, fonder Topic, il y a toute une sorte de V0 pour ProSite 2 qui est un peu établi, où il manque quand même beaucoup de design, mais il y a beaucoup de fondations. Et l'année où je pars, c'est finalement l'année où ils ont finalisé le design et où ils ont construit ProSite 2, qui en fait devient brandé Adobe Portfolio. Euh, mais tout est développé par l'équipe de Behance. Et, euh, et je reviens et le designer en question s'en va. Et en fait, je reprends le flambeau d'Adobe Portfolio à ce moment-là. Donc moi, c'est parfait pour moi. Ça me fait un seul produit. J'ai pas ma tête partout parce que quand j'étais parti, j'avais genre 7 ou 8 produits à gérer. Donc un seul produit, beaucoup de focus, beaucoup de craft. Et je bosse sur Adobe Portfolio. Je crois que c'est 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Vraiment focus euh, absolu sur un seul produit. J'ai j'ai lu dans un des articles où tu parles justement de cette expérience que tu bossais pas uniquement sur le design, mais tu bossais également sur la stratégie du produit en Ouais, tant que tel. Je trouve ça intéressant parce que c'est peu commun de laisser la stratégie produit à un designer. ouais, et je pense que c'est aussi ça le rôle de principal d'une certaine façon, c'est que tu dois être capable d'emmener un produit quelque part, d'avoir quand même une vision pour ce que ça pourrait devenir, d'être réaliste aussi sur les ressources. Qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec les ressources que tu as et les ressources que tu pourrais avoir. Et donc c'est pas que du design. Et si c'était que du design, j'aurais designé un truc incroyable, super moderne, etc. Mais en fait non, tu dois aussi apprendre à comprendre l'infrastructure derrière, qu'est-ce qui est faisable, etc. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment, pour moi, cette expérience-là, c'est vraiment leadership produit, quoi. C'est pas que du design, c'est aussi beaucoup de produits. Et du coup, j'avais une dizaine de devs qui attendaient de
sur quoi est-ce qu'on va bosser, on va aller dans quelle direction, etc. Donc ça, c'était intéressant aussi. J'aimerais bien justement en parler un peu. Toi, Ouais. du coup, tu avais bossé sur la version 1 de ProSite. Tu reviens, j'ai lu que en fait, tu repartais d'une feuille blanche pour ce projet-là. Comment justement t'établis cette stratégie produit? Comment tu as travaillé dessus? Qu'est-ce que Ouais. ça implique? Comment t'impliques justement les devs? Comment ça se met en place? Alors du coup, la feuille blanche, elle est avant que je m'en aille. D'accord. Euh, Puisque comme je disais, quand je suis parti, il y avait quand même une V0 qui était bien établie. En fait, c'est assez simple. Je me souviens, on va prendre un café avec Mathias, le cofondateur de Behance, et on fait une liste de tout ce qui devrait être amélioré dans la version actuelle de ProSite. Euh, Comment est-ce que ça devrait fonctionner? Quel type de site on devrait être capable de sortir. D'ailleurs, à l'époque, ProSite, c'était pas pour des sites responsifs puisque ça n'existait pas vraiment. Donc là, évidemment, dans la nouvelle version de ProSite, il faut que tu puisses faire un site qui soit lu sur mobile. C'est totalement normal. Voilà, des choses comme ça, tu vois, qui étaient mais évidentes et c'était des gros morceaux, quoi. C'était pas des petites fonctionnalités, c'était vraiment repenser comment ça allait fonctionner. Et en fait, on se rend compte qu'on va devoir réécrire le produit totalement, en fait, qu'on va pas pouvoir se servir de l'architecture, qu'on va pas pouvoir se servir non plus des sites existants. On va pas pouvoir dire aux gens, prenez votre ProSite, refresh dans le navigateur et vous avez Adobe Portfolio. C'est pas possible, en fait. On se rend compte que ça va pas le faire. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un changement de nom, que ça peut plus s'appeler ProSite, etc. Euh, et donc, voilà, c'est à ce moment-là, ça part tout du design, comme tout ce qui a été fait avec Behance, c'est vraiment dans notre ADN. Euh, le design va explorer. Il n'y a pas de focus group, de user research, de salle de réunion remplie de post-it. C'est pas du tout comme ça qu'on bosse. C'est plus, voilà, les designers s'en vont et réfléchissent à quoi pourrait ressembler le produit par rapport à tout ce qu'il faut améliorer, en fait. Et alors, après, je commence à faire pas mal de proto, je code des petits trucs en HTML, CSS, JavaScript, pour vraiment réussir à exprimer des concepts, parce que pour un website builder, tu peux pas que travailler en comps statique, quoi. Il y a un moment, il faut pouvoir toucher les choses. C'est particulièrement vrai pour ce milieu-là. Euh, et voilà, et petit à petit, finalement, le produit se forme, on arrive à avoir certaines sections qui sont bien finalisées, on peut commencer à assembler une vision assez complète de ce que l'outil pourrait faire. Et c'est à ce moment-là où tu ramènes les devs, où tu ramènes tout le monde, et puis où on ouvre un peu la conversation et où tu te rends compte que oui, il va falloir réarchitecturer. Du coup, si tu réarchitectures, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça, on peut changer? Est-ce que ce truc-là qu'on avait essayé de prendre de ProSite 1.0, est-ce qu'on pourrait pas totalement le changer puisque finalement, on n'a pas besoin de le garder? Et ça, c'est un moment qui, moi, me passionne. Enfin, moi, le travail avec les devs, c'est ma vie, en fait. Je passe beaucoup plus de temps avec les ingés au jour le jour que je ne le passe avec les autres designers de Behance. Euh, et moi, c'est la partie qui m'intéresse vraiment, c'est quand les choses un peu conceptuelles deviennent beaucoup plus réalistes et tangibles, et où tu peux vraiment te projeter et inscrire ton produit dans un contexte qui est réel. Et voilà. Et puis après, je pars. Donc, je peux pas te parler de la partie où tout a été finalisé et construite. Et ensuite, je pars et je reviens et le produit vient juste d'être lancé. Il y a un point qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles encore une fois de ne pas faire de recherche utilisateur. Je trouve ça assez impressionnant de dire ça quand tu sais que chez Adobe, tu travailles pour des millions d'utilisateurs. Ouais. À quel moment ils sont intégrés? Est-ce que c'est toujours est-ce qu'ils sont au moins intégrés? Parce que je trouve ça intéressant de se dire que vous y réfléchissez en amont et qu'après vous voyez ce que ça donne. Ouais, alors du coup, c'est pas du tout quelque chose que je conseille, hein. C'est pas mes croyances personnelles que on doit pas faire de user research. Au contraire, et on a monté une team depuis 3-4 ans justement parce que oui, évidemment, tout le monde en a besoin. C'est une évidence. À l'époque, c'est pas une évidence. C'est pas quelque chose que tu vois d'ailleurs dans différentes boîtes. Ces équipes n'existent pas, et quand elles existent, elles font pas partie de l'équipe design. Ça, c'est assez récent. Euh, et en fait, si tu veux, la recherche utilisateur, elle s'est faite sur
les quelques centaines de milliers d'utilisateurs qu'on avait sur ProSite en fait, puisque ils communiquaient avec nous, ils nous disaient ce qui allait pas, et on a fait un peu la synthèse de tout ça. Alors à l'époque, on a toujours une équipe communauté qui s'occupe de toute la relation de la communauté avec nous, qui est aussi l'équipe qui s'occupe du support. Donc je dirais que c'est vraiment les gens qui sont le plus proches de nos utilisateurs dans notre équipe. Et évidemment, ils avaient des pages et des pages et des pages et des pages de demandes. Et donc, tu fais la synthèse de tout ça et après, tu commences à designer par rapport à ça. C'est d'ailleurs ça qui a orienté le brief initial. Donc, la user research, tu veux, elle se fait, mais elle se fait pas. Euh, tu dis pas, tiens, on va faire de la user research et on va parler à certaines personnes. Elle Oui, en s'est fait, faite un peu passivement d'une certaine façon. oui, finalement, t'en as pas spécialement besoin dans le sens où en fait, t'as déjà des retours qui Ouais, nourrissent ta réflexion. ouais, Ok, je comprends mieux. Il y a quelque chose encore qui m'intéresse, c'est que du coup, le produit s'appelle Adobe Portfolio, c'est intégré à Adobe. Quand tu reviens et que tu travailles sur ce projet, comment enfin, j'ai bien compris que tu travailles avec les devs, mais comment tu fais pour travailler avec les autres équipes d'Adobe pour t'assurer qu'en fait, Adobe Portfolio ressemble à un produit Adobe et que tu te dises pas, bah tiens, c'est un produit qui est complètement différent. Comment il y a une cohérence dans ton ouais. produit? Comment tu prends ça en compte dans sa construction? C'est une bonne question parce qu'en fait, on était totalement hybride à l'époque. Il y avait une volonté enfin en tout cas dans le taf qui a été fait pendant que j'étais pas là, il y a eu une vraie volonté de monter une sorte de marque autour d'Adobe Portfolio. Donc à part le PF qui ressemblait à PS, AI, enfin XD, enfin voilà Le logo, ouais. le logo, il n'y avait pas grand chose qui était Adobe. Euh, et en même temps, il y avait des choses à l'intérieur du produit qui ressemblaient à Behance, donc toutes les pop-up, les dialogues, modal, etc. Enfin, tout était un peu dans l'esprit Behance. Et il y a une vraie tension au début quand je reviens, où je me dis ça va pas marcher en fait, parce que moi je venais de bosser mes années d'avant Adobe sur le SDK, donc plus l'idée d'unification des apps entre elles, de créer des composants que toutes les apps peuvent utiliser, que ta fenêtre de sign-in ce soit la même partout dans toutes les apps, que dès que tu ailles chercher un fichier ce soit la même chose, que dès que tu veuilles partager une création ce soit la même chose. Donc moi j'arrivais plutôt avec un œil de cohérence et assez rapidement j'ai essayé de faire évoluer le produit pour qu'il ressemble un peu plus à un produit Adobe. Je pouvais pas non plus totalement le reskiner en fait. Donc bah, ça a été utiliser Adobe Clean qui est la fonte d'Adobe, réunifier un peu les boutons, etc. Et puis tu te rends compte que finalement les produits d'Adobe c'est beaucoup de texte parce que c'est beaucoup de texte dans le sens tous tes panels, etc. Et puis tout ça, ça doit un peu disparaître pour que ce que toi tu crées soit le centre de l'outil en fait. Donc il n'y a pas énormément de choses à designer et à reskiner. C'est tous tes petits panels, tous tes petits outils doivent un peu ressembler à ce que tu connais déjà. Et donc ça a été fait assez récemment en fait. Je crois que c'est en 2019-2020 où on reskin totalement le produit et il y a plus de pop-up, enfin les dialogues, ça devient tout dans des panels, etc. Enfin plus quelque chose que tu connais chez Adobe. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas encore totalement cohérent avec le reste de la boîte. Et je pense qu'une des grandes raisons, c'est que c'est une équipe séparée. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Il y a un moment, il faut intégrer les équipes, il faut que tout le monde puisse discuter ensemble. Faut qu'il y ait un design system au cœur de tout ça, ce qui est le cas aujourd'hui, mais ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, on a Adobe Spectrum qui est quand même bien développé. Moi, j'avais pas ça quand j'ai commencé à redesigner Portfolio. Donc, si on devait le refaire aujourd'hui, évidemment, je pense que déjà ce serait intégré à une équipe qui bosse sur des outils web à l'intérieur d'Adobe. Ce serait peut-être pas confié à Behance. Ce serait peut-être un peu plus centralisé. D'autant plus qu'on a des intégrations avec Lightroom, avec Adobe Stock, donc c'est plus trop que l'univers Behance. Et on utiliserait Spectrum, on utiliserait le design system. Mais là aujourd'hui, c'est un peu un mishmash de tout et n'importe quoi. Donc on est un peu entre deux eaux. Mais bon, je travaille plus sur Portfolio depuis un an et demi, 2 ans, depuis que je suis rentré en France en fait, où je focus vraiment sur Behance.
On va en reparler. J'ai juste une dernière question Ouais. pour toi autour d'Adobe Portfolio. Quand tu es revenu, du coup, tu fais évoluer le produit. Ça prend quelle forme? Et j'ai vu que tu avais justement travaillé avec d'autres équipes et c'est ce que tu disais pour intégrer d'autres briques d'Adobe dans le produit. Mhm. Comment se passe maintenant l'évolution du produit au quotidien plutôt que de recréer quelque chose de zéro comme tu l'avais fait? Ouais. Alors du coup, en effet, on a voulu ouvrir le produit à plus de contenu de l'univers d'Adobe. Donc on a commencé une première intégration avec Lightroom pour que les photos que tu mets sur Lightroom puissent être facilement publiables sur ton site. Donc sa grosse intégration, ça a mis pas mal de temps. Euh, Ça a mis pas mal de temps dans la conception aussi pour qu'on soit tous à l'aise avec le fonctionnement et puis aussi par rapport à ce qui était faisable. Et puis ça a mis pas mal de temps aussi dans l'exécution. Euh, donc on a bossé là-dessus. On a bossé aussi sur l'intégration d'Adobe Stock, qui était un peu la même idée. Si tu as un contributeur qui propose du contenu stock, tu pourrais aussi créer un site à partir de ça, et les photos pourraient être achetées ensuite à partir de ton site. Donc on a pas mal bossé là-dessus. C'était un peu un mécanisme similaire. Et puis après, c'est beaucoup un partage de temps entre qu'est-ce qu'on peut faire comme fonctionnalité un peu innovante, qu'est-ce qui manque dans le produit et qu'est-ce qui doit être corrigé et qu'est-ce qui ne marche absolument pas, quoi. Et en fait, tu te rends compte que bah tu passes beaucoup plus de temps sur qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui peut être amélioré. Ça reste le cœur de mes journées à cette époque-là, hein, vraiment réussir à corriger des choses qui vont pas du tout. Et là, c'est beaucoup de travail avec l'équipe communauté pour vraiment bien comprendre les problèmes des utilisateurs et pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, et aussi avec les devs, parce que le truc qui est compliqué avec Portfolio, c'est que chaque changement que tu fais, tu dois t'assurer que ça va pas impacter le site des gens, en fait. Donc les gens, leur site, c'est leur vitrine. Si tu affectes ça, peut-être qu'ils perdent des opportunités, qu'ils perdent des clients, etc. Donc c'est hyper important de ne pas les altérer, et que dans le temps, ils puissent réutiliser des fonctionnalités qu'ils ont utilisées 4 ans avant. Donc toi, quand tu te rends compte qu'il y a un truc qui est mal fait, qu'il y a une fonctionnalité en fait qui ne devrait pas exister, tu peux pas juste la supprimer. C'est pas possible. Parce que ça affecte derrière des centaines de milliers ou des millions de sites en fait. Et ça a été très compliqué pour moi de gérer ça. Je pense que ça a été un défaut à la conception initiale. On aurait toujours dû réfléchir à un outil qui a des versions, et pour un nouvel utilisateur, quand il arrive sur le produit, qu'il puisse avoir un différent set d'options que un utilisateur précédent. Pouvoir dans le temps enlever des choses sans que les anciennes personnes s'en rendent compte, pour qu'ils puissent toujours les utiliser, mais pour que toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme n'aient pas des options qui ne vont pas fonctionner, ou n'aient pas un set d'options qui ensuite compromet potentiellement d'autres fonctionnalités. Et ça, on l'a pas conçu comme ça. Donc ça a été compliqué dans le temps à gérer. Et comment tu faisais pour choisir les sujets sur lesquels travailler? Parce que je sais que dans la plupart des boîtes, aujourd'hui, c'est des product managers qui aident à Ouais. la priorisation. J'ai l'impression que toi, tu travailles pas avec de PM, ou en tout cas, t'en as pas parlé. Ça arrive un peu après. Ça arrive un peu après. En fait, au début, il y a beaucoup de choses qui sont très évidentes. Enfin, au début d'un produit, quand tu le lances, tu te rends compte, ouais, bah, là, clairement, ça marche pas. Ça doit être amélioré. Quand tu prends le feedback que reçoit l'équipe de communauté, tu te rends compte que tout va dans la même direction, quoi. C'est assez focus. Les gens se plaignent globalement des mêmes choses, et donc bah t'as tes priorités instantanément en fait. Et puis après t'as les priorités corporate, par exemple intégrer avec Lightroom, etc. C'est quelque chose qui a été mandaté. C'est pas moi qui ai décidé de faire ça. Je pense que c'est une excellente idée, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Et je sais pas si j'aurais choisi ça à l'époque, mais en tout cas ça a été une de nos missions. T'as aussi énormément de choses que tu dois faire au niveau du côté légal et de la sécurité. Donc il y a quand même les devs, ils passent beaucoup de temps là-dessus par rapport à ce qui est mandaté au niveau de la boîte. Et ensuite, je me rends compte assez rapidement que je peux pas avoir toutes les casquettes, que je commence de nouveau à être trop éparpillé. Ça me rappelle un peu avant que je parte, où je design plus trop, où je passe trop de temps sur des tâches où c'est pas moi la meilleure personne, tu vois, où je suis pas hyper compétent. Et là, du coup, on a l'opportunité d'embaucher une PM à l'intérieur d'Adobe, Joey, qui nous rejoint, je crois, en 2018, il me semble.
Et là, elle prend le contrôle de la priorisation. On fait la stratégie ensemble. Et là, tout de suite, bah oui, c'est une évidence. C'est quelque chose qu'on doit partager. Euh, et moi, du coup, j'ai pu à ce moment-là me remettre sur le design et vraiment focus là-dessus. Ce qui d'ailleurs, derrière, me permet de rentrer en France, puisque toute la partie day-to-day avec les devs, tous les stand-up, etc., bah, finalement, elle la prend en charge. Donc moi, je m'efface un peu et je focus vraiment sur produire du design. Et ça, du coup, je peux le faire en remote. Je peux le faire avec 6 heures de décalage. Et c'est ça qui m'ouvre la porte aussi à la possibilité de rentrer en France. Transition toute trouvée, puisque depuis, tu n'es plus sur Adobe Portfolio, comme tu nous l'as dit, mais tu Ouais, retravailles chez Behance. ouais, ça coïncide pas exactement avec mon retour en France, mais un petit D'accord. peu. Parce qu'il y a un moment où les priorités corporate ont changé, où il y a eu beaucoup de nouvelles opportunités qu'on avait sur Behance qui devaient être conçues, designées, développées. Et là, du coup, on a shifté un peu les ressources. Et ça correspond à peu près 6 mois après que je sois rentré, je me remets sur Behance. C'était aussi une volonté de ta part de revenir sur Behance ou c'est vraiment Ouais, ok. ouais, Donc, j'avoue, je commençais à, ça faisait peut-être 4-5 ans que j'étais sur Portfolio, et j'avais envie de retourner vers un produit qui n'était pas un outil, mais un produit communautaire comme Behance, euh, sur lequel bah voilà, tu peux naviguer, tu peux t'inspirer, tu peux connecter avec d'autres designers. Donc c'est plutôt les dynamiques d'un réseau social plus que les dynamiques d'un outil. Et je saturais un peu sur le côté outil. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Behance et avec Adobe, c'est que je peux rester dans la même sphère. Enfin moi vraiment j'ai dédié les 10 dernières années de ma carrière au créatif en fait. Hein. Et je pense que ça va peut-être être le cas pendant de longues autres années en fait. Mais j'ai quand même la possibilité de changer un peu de focus, d'état d'esprit, euh, parce que c'est important. Voilà, sinon enfin il y a des gens qui arrivent à rester sur le même produit pendant 20 ans, mais moi déjà je fais 4-5 ans d'affilée et ça commence à être dur, tu as envie de changement, tu as envie de nouveaux challenges, tu as envie de nouvelles façons de penser, tu as envie de nouvelles équipes, etc. Et c'est trop bien de pouvoir le faire sans nécessairement devoir t'en aller, d'aller dans une autre boîte, etc. bien sûr. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as décidé de quitter New York pour retourner en France? Ouais, bah en fait j'ai eu mon fils est né en fin 2017 et à New York du coup. Et quand je réfléchissais à l'idée d'être père, je me disais toujours je voudrais qu'il grandisse à New York. Je trouve que cette ville elle est incroyable. Et il y a beaucoup de problèmes, comme partout. Mais il y a énormément de diversité, il y a énormément d'ouverture, un état d'esprit que je trouve vraiment inspirant. Et je me suis toujours dit, je veux que mes enfants évoluent dans ce milieu-là. Et le jour où il est né, je me dis, bah non, en fait, je peux pas. Le jour où il est né, enfin vraiment, je dis le jour. Je pense pas que c'était le jour, mais par la suite, je me dis, bah non, en fait, je peux pas être si loin de ma famille, je peux pas. Il peut pas grandir sans ses grands-parents, il peut pas grandir sans notre culture. Et là, vraiment, mon opinion change totalement et je me dis, bah non, en fait, faut que je rentre en France, faut que je retrouve quelque chose de plus familier. C'est bête, hein, mais même dans l'éducation, quand on regardait pour dès la crèche, hein, mais ensuite pour la maternelle, le primaire, etc. C'est un autre système. Et en tant que parent, tu dois un peu tout rapprendre. Et dans ces moments-là, tu as presque envie de plutôt d'avoir des choses familières. Bon, après, ça dépend des personnalités, mais en tout cas, c'était la nôtre. Et je sais pas, c'est un moment, après 10 ans, il y a vraiment, c'est la fin d'un chapitre, on a envie de retrouver notre pays. Euh, on a envie de retrouver notre famille qui nous manque et qu'on voit que 1 à 2 fois par an. Et vraiment, on réalise, bah, personne n'est éternel. On a un enfant maintenant. Il faut qu'on puisse partager ça avec tout le monde en fait. Et on le voyait à chaque fois qu'on rentrait pour les vacances, tu le vois dans les yeux de tes parents et tu te dis, bah dans 4 jours c'est fini, je rentre. Enfin, on avait vraiment des vacances très courtes et je me disais mais je peux pas leur faire ça en fait. Je peux pas. Et puis même, il y a de la distance à chaque fois. Tu les revois 6 mois après, ils s'en souvient plus. Il sait plus qui c'est. Hmm. Et moi, ça me rendait trop triste en fait.
Et c'est là où on se dit, on va rentrer. Et, du coup, très difficile de laisser 10 ans derrière toi, de t'en aller. Mais Adobe a rendu ça très facile en fait. Vraiment, je flippais, je me disais, je vais demander ça, mais ils vont me dire non, c'est pas possible parce que toute mon équipe est là. Et vu que j'avais fait les changements avant, et c'était pas totalement intentionnel d'avoir un PM, etc. Ça s'est fait euh, par la force des choses. Enfin, ça s'est fait voilà avec le flow. Mais soudainement, je réalise, en fait, je suis dans une position où je peux être remote quoi. Et ça a totalement joué à mon avantage. Mon boss m'a dit, écoute, je vois pas de problème. Le jour où t'es prêt, tu me dis. Parce que moi, j'ai besoin de 1 mois, 2 mois, voilà, avec les RH, etc. Donc tu me dis quand t'es prêt, et puis on lance la procédure, quoi. Donc nous, on y réfléchit de notre côté. Puis il y a un moment où on rentre tout un été en 2019, on passe 3 semaines en France, et là on se dit, ok, bon, c'est bon. Il faut qu'on soit là, quoi. Il faut qu'on soit proche de notre famille. Et je rentre à New York, je lui en parle, on lance le truc, et en octobre, on est en France, quoi. On atterrit à Paris. Ça allait très vite, en fait. Ouais, je vois ça, et j'ai plein de questions à te poser autour justement du travail à distance, puisque Ouais. c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui maintenant, Oui, un peu de force. absolument. Ouais. Mais je me souviens, il y a quelques temps, j'ai reçu Julien Ilion, qui a travaillé Oui, chez Adobe, exact. sur Adobe Stock. Et quand on se parlait justement de travailler à distance chez Adobe, lui il me disait souvent que c'était un peu compliqué parce que toutes les équipes étaient à SF, que Ouais. du coup il pouvait pas parler avec les gens tout le temps, qu'il y avait pas cette ambiance, il y avait ces problèmes de communication. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu ressens chez Behance? Je sais que c'est plus simple parce que le décalage horaire entre New York et la France est beaucoup plus facile qu'avec San Francisco. Mais comment tu fais justement pour euh, garder un bon contact, pour que l'ambiance de travail telle qu'elle était avant, comme tu le disais, tu as besoin de parler à un dev, tu tournes à côté de toi et il y a un dev. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Alors déjà, il y a un premier point sur mon changement de rôle où je peux du coup un peu plus bosser async, où je vais produire des designs et puis je vais répondre à des questions un peu sur mon temps. Donc on arrive à changer un peu ce process. Avec mon rôle d'avant, j'aurais jamais pu. Ça c'est clair, ça aurait été trop compliqué. Il aurait fallu que j'ajuste mes heures pour matcher celle de New York, ça aurait été trop compliqué. Mais énorme choc quoi. Quand je rentre en France, je me rends compte en fait que jusqu'à 16 heures, personne n'est connecté. Surtout que Et toi, tu habites dans le ouais. sud de la France, t'es pas à Paris, t'es pas dans les locaux Alors, d'Adobe France. j'arrive à Paris au début parce que le deal c'était ok, tu peux rentrer, mais il faut quand même que tu sois connecté à un bureau. Donc le bureau était au Trocadéro. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour moi. Malheureusement slash heureusement parce que ça reste quand même un bureau qui était très orienté sales et je pense que j'aurais été un peu un alien dans ce bureau-là. En fait, ils avaient plusieurs bureaux à l'époque. Il y avait un bureau au Trocadéro, il y a un bureau à Arcueil et il y a un bureau aussi dans le centre de Paris, qui est l'ancien bureau, il me semble, de Photolia, si je dis pas de bêtises, qui est du coup le bureau d'Adobe Stock. Et en fait, ils ont reconstruit un nouveau bureau dans le 16e au Trocadéro, vraiment pas loin de là où ils étaient, euh, qui est un superbe immeuble avec rooftop, vue Tour Eiffel, etc., mais qui a ouvert le 16 mars, le jour avant le confinement. Et donc, personne n'a vraiment pu y aller dans ce bureau, mais j'étais censé aller là-bas. Euh, et évidemment, à l'époque, je ne savais pas que tout ça allait arriver. Donc, je me dis, ok, je suis à la maison et, euh, et j'essaye d'avancer et j'essaye de me créer une rigueur, mais aussi essayer d'accepter le fait que le boulot, ça va plus être la même chose. Les heures de présence, elles ont plus aucun sens. Du coup, si le matin, tu as de la flexibilité et que tu as envie de te faire 3 heures de design, tu le fais. Mais si tu as envie d'aller faire un footing ou d'aller faire tes courses à ce moment-là, il faut pas culpabiliser là-dessus, en fait. Parce que sinon, tu te forces dans un univers tout seul à être complètement contraint par quelque chose qui est totalement arbitraire, en fait, d'une certaine façon, totalement construit. Et ça, du coup, je commence à faire un gros process sur moi en me disant bon, c'est ok, Clem, il faut pas que tu te sentes coupable là-dessus. Il faut que tu avances à ton propre rythme. Et si ça doit être plus tard dans la soirée, c'est plus tard dans la soirée. Si c'est plutôt le matin, c'est le matin. Tant pis. Et du coup, au début, il y a un ajustement aussi avec mes collègues parce que eux, ils sont tous à New York.
À l'époque, il n'y a pas encore la pandémie. Donc là, je me retrouve vraiment tout seul en vidéo quand devant moi, j'ai une salle remplie de gens, en fait. Donc, je suis tout le temps un peu le mec un peu déconnecté, en fait. Donc ça, c'est un peu dur à vivre, mais j'ai des collègues qui sont absolument géniaux et qui font tout pour que je puisse le vivre au mieux possible. Et aussi, commence un process où on réfléchit à plus bosser async et que je sois pas dans des réunions très tard. Parce que moi, voilà, à l'époque, j'ai un petit qui vient juste d'avoir 2 ans et ma femme aussi est enceinte. Donc on attend un deuxième, une petite fille à l'époque. Et, euh, et du coup, je peux pas être tard le soir à bosser, c'est pas possible. La vie de famille le permet pas. Donc voilà, on a juste tout ça. Et puis après, la pandémie arrive, les bureaux qui viennent d'ouvrir ferment. Donc je peux pas me projeter dans un cadre de travail. Et là, je dois simplement accepter le fait que je vais être remote, complètement remote en fait, que je verrai jamais les bureaux, etc. Et au bout de quelques mois, comme beaucoup de boîtes l'ont fait, on a la permission d'aller bosser un peu où on veut. Et mes parents étant à Marseille, on décide de venir en Provence. Et le hasard fait les choses. On trouve une maison qui nous convient parfaitement, on l'achète. Et on se dit, bon, on croise les doigts maintenant qu'on ne nous demande pas de retourner à Paris dans 2 mois, quoi, parce que sinon ça va pas le faire. Et puis, en fait, bah, les bureaux sont toujours fermés. Et puis, voilà, l'histoire, tout le monde la connaît. Et, euh, et du coup, maintenant, je suis totalement remote. Donc, maintenant, je suis en Provence. J'ai vraiment vécu Paris que 10 mois, il me semble. Et Mais ma fille est née là-bas, donc j'ai quand même une petite connexion à Paris. pareil, tu as encore besoin de retourner physiquement là-bas de temps en temps? Alors je sais que c'est un peu compliqué d'aller aux États-Unis en ce moment, mais est-ce Ouais. que à terme tu auras besoin d'y retourner comme bah, par exemple Julien me disait que lui parfois il devait aller à San Francisco Mhm. pour être avec son équipe. Est-ce que toi tu as ce besoin-là? Est-ce que eux ont ce besoin-là? Je pense que c'est un besoin qui est plus émotionnel et personnel, puisque maintenant on est tous remote et on s'est tous adaptés au fait de bosser en télétravail. Donc je dirais le besoin, il n'existe pas dans la technicité des choses, mais dans l'affect, dans l'humain, tout le monde ressent ça. Et donc moi à l'époque je devais rentrer tous les trimestres pendant une semaine à peu près, passer du temps avec l'équipe. En fait ça s'est jamais fait puisque la première fois que je devais y retourner, bah, c'était en mars, et du coup j'ai dû annuler mes vols. Euh, et depuis, tous les vols pro d'Adobe globalement sont interdits. Et j'ai pas encore eu l'opportunité d'y retourner. Alors je pourrais y retourner en perso, Mm. mais voilà, les bureaux sont fermés. Je bosse d'où, ou alors j'y vais en vacances. Mais bon, je vais pas y aller en vacances après avoir voyagé, faire prendre le risque à certaines autres personnes euh, d'être malade. Enfin voilà, il y a tout ça qui est difficile à gérer. Et puis j'ai 2 enfants à la maison en bas âge et voilà, finalement, je suis assez bien occupé comme ça pour pas trop avoir besoin de penser à New York. Mais à chaque fois que j'y pense, ça me brise le cœur, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça me manque, quoi. C'est la lumière me manque, l'énergie me manque, les gens me manquent. Mais voilà, c'est comme ça. Enfin, on doit accepter quand on fait des changements qu'on va pas pouvoir tout avoir. Et, et voilà, donc j'ai pas besoin d'y retourner pour répondre à ta question, mais j'ai hâte d'y retourner et j'espère que ce sera peut-être à l'automne ou l'année prochaine. Mais j'ai des doutes quand même sur cette année. Je On suis pas croise, sûr qu'on va y retourner cette année. on croise les doigts. Ouais. J'ai encore quelques questions à te poser. Du coup, quand tu redeviens designer chez Behance, tu t'occupes de quoi? De quelle fonctionnalité ou quel est ton rôle? Enfin, Ouais, alors quand je reviens sur Behance, c'est assez flexible et ouvert. La première mission sur laquelle je bosse, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut continuer d'aider les gens à avoir des opportunités pro et qu'est-ce qu'on peut faire comme fonctionnalité par rapport à ça. Et donc je design pas mal d'exploration, à la fois sur le côté pouvoir signaler que tu recherches des opportunités, donc pouvoir dire que tu es disponible, que les gens puissent te contacter, que tu puisses aussi définir quelles sont les opportunités qui t'intéressent, est-ce que c'est full-time, est-ce que c'est freelance, si c'est freelance slash contrat, à partir de quel prix tu souhaites recevoir des opportunités. Vraiment dans l'idée de gagner de la visibilité, mais aussi pour les opportunités que tu reçois, qu'elles soient plus adaptées à toi.
T'as pas envie de recevoir une opportunité de designer un poster pour $50 si tu as l'habitude de designer des logos pour 50 000, tu vois. Et donc c'est un peu aider ça sans rien restreindre, puisqu'on sait qu'on est tous ouverts à des opportunités qui peuvent potentiellement nous intéresser. Personne n'est fermé à des opportunités. Donc je travaille là-dessus, je travaille sur le messaging aussi. On va bientôt sortir une nouvelle inbox parce qu'elle est vieille on a l'impression qu'elle a 50 ans cette inbox. Enfin, c'est horrible d'envoyer des messages sur Behance. C'est une exclue que tu me donnes là en fait. Ouais, mais bon, si tu navigues le site, tu vas vite te rendre compte que c'est vieux et que ça doit être refait. Mais dans les prochaines semaines, en théorie, on lance un petit facelift et puis après on réarchitecture, pardon, entièrement l'inbox et ça va être cool parce que ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir échanger, de se sentir dans un environnement qui est confortable, qui va aussi être sécurisé, où tu vas pouvoir voir, par exemple, à terme, hein, dans l'idée, donc ça c'est encore plus une exclue, mais dans l'idée, on réfléchit à comment créer de la confiance entre les gens, un peu comme Airbnb l'a fait, où tu puisses valider ton passeport, etc. Enfin, vraiment, que tu saches que tu t'adresses à une personne qui existe et que tu vas pouvoir travailler avec elle. Potentiellement, on peut imaginer avoir des paiements par la suite, etc. Mais vraiment aider cette partie de la communication entre designers à s'établir. Donc j'ai bossé là-dessus. J'ai bossé sur les souscriptions aussi. Quand tu es créateur et que tu veux créer du contenu premium et créer une audience et que cette audience te supporte avec une souscription mensuelle et que tu puisses publier des contenus, des assets, etc. premium, que tu puisses faire ça sur Behance. Donc ça, on a lancé ça il y a quelques mois en partenariat avec Stripe pour gérer les paiements. Donc ça a été un gros projet super intéressant aussi. Et voilà, ça met Behance un peu dans une autre dimension. En fait, c'est pas qu'un endroit où tu vas trouver de l'inspiration et où tu vas publier ton travail, mais ça peut aussi être un endroit où tu vas vraiment te créer des opportunités, où tu vas développer une audience. Et ça s'inscrit vachement dans ce phénomène où il y a beaucoup plus de gens qui partent freelance, tout ce qui est l'économie des créateurs, etc. Va vraiment t'aider à te créer une carrière en fait. Et donc ça après, ça part sur plein d'autres sujets et du coup je travaille sur euh, pas mal d'autres projets et fonctionnalités en rapport avec ça. J'ai aussi, je garde un œil sur tout ce qui est NFTs. Je sais que c'est un sujet qui crée la controverse en ce moment, mais évidemment, on a énormément de créateurs qui créent des NFT sur Behance, donc on doit aussi les aider à supporter ça. Donc il faut qu'on s'intéresse à cette nouvelle technologie, qu'on crée des choses en rapport avec ça. Donc je m'intéresse à ça aussi. Euh, et globalement, c'est à peu près tout, il me semble. Enfin, je touche un peu à tout, à gauche, à droite, mais en termes de gros projets, c'est ça. Puis moi, j'adore faire des petits projets aussi à côté. Enfin, tu vois, genre redesigner, je sais pas, un mini profil qui s'ouvre quand tu survoles un avatar d'une personne. Enfin, plein de petits détails comme ça. Et on met aussi en place notre design system. Donc voilà, je bosse sur pas mal de trucs un peu divers et variés. On reviendra sur le design system après. Quand tu travailles sur tous ces projets divers et variés et sur ces gros projets, tu es l'unique designer dessus ou tu travailles avec d'autres designers? Alors, généralement l'unique parce qu'en fait, on n'a que 4 designers à Behance et on est tous, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup, hein. Non, on est vraiment, on est très light, trop light. Si tu veux mon avis, il nous manque enfin bon, toutes les teams disent ça, on est understaffed, il nous manque des ressources. Mais oui, du coup, si tu veux, chacun doit avancer sur ses sujets. Moi, j'adorerais bosser avec nos designers, mais voilà, à 4, il faut qu'on couvre l'intégralité du produit et les apps mobiles. Du coup, c'est pas évident. Euh, donc ouais, je suis solo globalement dessus. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, comme vous êtes que 4, vous êtes une assez petite équipe, vous êtes même une petite équipe. Quand vous travaillez sur différents projets, est-ce que vous avez quand même des process où vous vous retrouvez tous ensemble, vous faites des critiques, comment vous faites avancer ensemble et quels sont vos process entre vous? Ouais, on fait une review d'une heure toutes les semaines. Et c'est vraiment ceux qui souhaitent participer, qui montrent ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut être des choses très high level, une nouvelle fonctionnalité où tu montres ce que cette fonctionnalité va faire, ou alors ça peut être voilà, j'ai cette icône là, je sais pas si je dois prendre celle-là ou celle-là elle est pas cohérente, ou alors là on utilise tel bleu et là c'est un autre truc, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est vraiment tu peux traiter tous les sujets dans cette review là.
Et s'il y a besoin de plus de temps, on en rajoute une dans la semaine. Voilà, c'est très low tech, très flexible. Il n'y a pas une recette miracle, hein, c'est très très simple. C'est la seule chose que vous faites entre vous. Sinon, chacun Ouais, et puis bosse. il y a beaucoup de Slack aussi, hein. On Oui. fait beaucoup de choses sur Slack et à se partager des choses. Et puis Zach, qui est le manager de toute l'équipe design, fait aussi la glue, hein, entre nous tous. Et voilà, des fois, nous demande de discuter sur un sujet. Enfin, lui, il a les yeux un peu partout, il sait ce que tout le monde fait. Et puis du coup, bah, quand on a besoin d'être plusieurs sur quelque chose ou qu'on a besoin de créer de la cohérence sur quelque chose de similaire, bah, à ce moment-là, on discute en one-to-one. Hein. Hmm. Ouais. Ok, donc c'est lui qui fait le lien entre vous tous Ouais. pour s'assurer de la cohérence. Ouais, exactement. Transition toute trouvée pour le design system. Vous utilisez celui d'Adobe Spectrum Non, donc vous restez un peu dans votre coin, c'est ça? on reste un peu indépendant par rapport à ça. Et, et je pense que c'est un peu historique d'une certaine façon, c'est que Behance, avant d'être racheté, était déjà une marque, était déjà une destination pour certaines personnes qui ont envie ou pas d'être euh, associées à Adobe. Et du coup, on a vachement de flexibilité par rapport à ça. Euh, et il n'y a pas de besoin que Behance ressemble à Adobe. C'est plus une plateforme un peu plus neutre qui a pas nécessairement le tampon Adobe dessus, quoi. Mais L'idée, c'est que ce soit facile en fait de lier tout ça, mais que ce soit pas forcé en fait. Tu vois, si tu as envie que ce soit lié, bah tu peux, mais tu peux aussi utiliser un compte pour Behance, utiliser un compte pour tes apps Adobe. Voilà, enfin, c'est à toi de choisir tout ça. ce qui fait que vous avez recréé un design system from scratch, juste pour vous. Ouais, alors j'ai pas les prétentions de dire qu'on a vraiment recréé un design system. J'aimerais, mais tu vois, vu qu'on est quatre, c'est pareil, c'est c'est un peu compliqué, donc on essaie de tous un peu contribuer et de créer des composants réutilisables. Mais voilà, c'est comme tu le disais au tout début, Behance a été créé en 2005. Je crois que le network ça a été 2007. On est un vieux produit avec voilà, à l'échelle de la tech aujourd'hui, tu vois des nouvelles boîtes fleurir où ils ont déjà leur design system. Ah oui, parce que ils ont 1 an ou 2 ans et c'est beaucoup plus évident. Nous, on a des parties de Behance qui sont vieilles comme pas possible et du coup, il faudrait pouvoir les transitionner sur un nouveau design system dans le temps, mais c'est juste pas réaliste en fait. On n'a Mm. pas les moyens de le faire. Donc c'est quand on parle de design system chez nous, c'est vraiment une sorte de référence pour tout ce qu'on va faire dans le futur. Euh, et il y a aussi un gros côté de la tech qu'on doit aussi redévelopper pour que ces composants-là qu'on souhaite être universels le deviennent vraiment dans le code. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Enfin, oui, tu design de version, enfin, c'est cohérent ce que tu fais, mais le gros avantage du design system, c'est qu'il soit aussi lié à comment c'est créé derrière, comment c'est développé, et que tu saches que les choses vont être universelles de page en page ou de produit en produit. Donc, on a encore énormément de boulot à faire là-dessus. Mais j'ai un peu été l'initiateur de tout ça. Quand je suis revenu sur Behance, c'est que je chopais un peu les fichiers de tout le monde. Parce qu'avant, j'étais sur Portfolio, j'étais le seul designer, donc tout était cohérent parce que c'était juste moi, en fait, donc c'était facile à rendre les choses cohérentes. Et là, je passe de fichier en fichier, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes euh, et qui sont aussi pas cohérentes en prod. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le fichier, ce qui a été fait en prod, c'est pas exactement ça. Donc là, j'essaye de consolider tout ça et on l'appelle design system, mais je pense que on est très très loin de pouvoir vraiment l'appeler design system. Mais je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que malgré ça, on avance bien. Mm. C'est-à-dire que oui, c'est hyper important, oui, c'est une nécessité, mais de là à en parler constamment, c'est un peu surfait, tu vois, d'une certaine façon. C'est juste mon opinion, hein. Mais je trouve ça, évidemment, oui, absolument. Oui, c'est design system. Mais je vois aujourd'hui des boîtes qui embauchent des postes de responsables de design system. Ils ont même pas de produit, tu vois. Donc, il y a un moment où faut que les choses elles aillent dans le bon ordre. Et il faut aussi que ce soit très intentionnel et que tu puisses t'assurer que le design system va pas te ralentir, en fait. Mm. Parce qu'il y a aussi ça, et moi je le vois à Adobe, c'est qu'il y a des gens parfois ils sont bloqués, ils peuvent pas designer une page ou un panel ou un truc parce que le composant n'existe pas encore dans Spectrum.
Et du coup, ça te pose vraiment des vraies questions de comment est-ce que tu t'organises autour de ça. Donc, il y a tout un process où tu peux contribuer et proposer un composant. Et s'il est développé par ta team, elles peuvent pusher le code et ça devient un composant non officiel que tu peux quand même utiliser parce qu'il va quand même être partagé. Et à un moment, ce composant devient officiel. Donc, du coup, après, toi, faut que tu le rapatries, faut que tu le mettes à jour, etc. Mais du coup, la surcharge de taf que ça te fait pour toute ton équipe, juste pour qu'un slider ait exactement les mêmes dimensions qu'un slider dans une autre app, que seulement un minuscule subset d'utilisateurs utilisent en parallèle, ben, ça te pose une vraie question. Est-ce que c'est très important? Et, euh, et moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ce qui est hyper important, c'est le look and feel. C'est là où la cohérence pour moi elle se fait. Mais finalement, si c'est au pixel près, alors moi, je suis un fou des pixels, hein, vraiment. J'aimerais, tu vois. Mais en fait, c'est pas si important que ça. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai débat à avoir autour de ça. Il y a des discussions hyper intéressantes à avoir autour de ça. Et puis aussi, il faut avancer la technologie autour de ça. Il y a plein de boîtes et de startups hyper intéressantes qui se créent autour de ça pour simplifier tous ces process-là, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est un poil archaïque. Donc du coup, des fondations assez saines, mais le reste se crée au fur et à mesure et vous avancez dessus. Ben, je pense que tant que ça te permet le design system, c'est bien tant que ça te permet d'innover, que ça te permet d'évoluer, d'avancer. Il faudrait pas que ça devienne un frein. Il faudrait pas que ça devienne une contrainte. Il faudrait pas que ça t'enferme dans un style qui n'est plus assez moderne. Et tu vois, je pense que toutes les boîtes à un moment se disent oh là là, il faut qu'on redesign le design system parce que regarde les drop-down et tout, ils sont vieux. Et ben ouais, mais du coup c'est un vrai problème en fait. Tu redesignes quoi, ton produit ou ton design system? Et évidemment les deux en même temps, c'est ça qui est bien. Mais après il y a la réalité des choses aussi, où c'est un peu plus compliqué. Donc, faut vraiment que ce soit bien fait. Faut que ce soit un vrai outil. Faut que ça t'aide. Si c'est quelque chose que tu rajoutes et qui est mal intégré à ton process, je pense que ça va te freiner, en fait. Et puis après, parfois dans certaines boîtes, elles sont tellement grosses que tu es obligé d'avoir un système en place. Je pense à Microsoft, par exemple, qui ont un super design system. Et j'ai des potes qui bossent là-bas et c'est impressionnant. Le process est ouf. Hein, c'est hyper bien fait. Mais parce qu'aussi, t'en as besoin. Enfin, là, la question ne se pose pas. Très clair. Je renvoie vers 2 épisodes qui sont un avec Nicolas Duval de Blablacar et un avec Audrey Hack qui bossait chez IDEAN, dans lesquels on parle vraiment en profondeur de design system et de toutes ces questions que tu viens d'évoquer. Clément, ça fait déjà un petit moment qu'on parle ensemble. C'est vrai. Je vais pas tarder à te libérer. Et tu sais qu'il y a une question de la fin que j'envoie à mes invités à chaque fois avant d'enregistrer. C'est est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander? Ouais, alors j'y ai beaucoup réfléchi. Et si tu m'avais posé la question il y a une dizaine d'années, j'aurais une liste hyper longue où j'avais vraiment à la sortie de mes études des blogs de référence, des livres de référence, etc. Je trouve qu'au fur et à mesure du temps, euh, les ressources sont un peu plus dispersées, un peu plus éphémères. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter et je trouve qu'en utilisant bien Twitter, tu peux vraiment avoir accès à des designers et de ressources qui sont géniales, des petites bribes de vidéos sur comment faire quelque chose, sur comment réfléchir à quelque chose. Il y a évidemment tous les podcasts. Enfin, moi, je trouve ça absolument fabuleux de pouvoir apprendre de la vie des gens. Enfin, c'est hyper inspirant. Donc, merci d'ailleurs de faire ce que tu fais. Enfin, d'ailleurs, ton podcast est super. Merci beaucoup. J'espère avoir le temps d'écouter plus d'épisodes. Ce serait chouette. Donc je pensais à ça et vraiment je me disais faut inviter les gens à se connecter aux bonnes personnes sur Twitter, à pas avoir peur d'aller pinguer quelqu'un. Tout le monde est accessible et si tu as des questions sur certaines choses, faut pas hésiter à aller les poser. Et autre chose à laquelle je pensais et c'est pas dans l'esprit de promouvoir Behance ou pas, mais on a une section qui est très peu connue qui est behance.net/live, où en fait on a beaucoup de live streams à la fois organisés par une équipe chez Adobe qui fait venir des invités pour parler de leur process et de comment ils font certaines choses. Donc c'est le cas pour du graphic design, de branding, de la photo, mais on a aussi une section UI UX
Alors, il y a forcément des tutos sur Adobe XD, etc. Il y a des choses qui sont liées aux outils. OK, certes, ça, je l'accepte, évidemment. C'est stratégique. Mais je trouve que à regarder le travail de quelqu'un pendant 1 heure, t'apprends 1000 fois plus qu'en lisant un post médium, en fait, parce que tu vois comment la personne bosse, tu vois quelles sont les réflexions. Très souvent, tu es habitué à voir le travail final. Et là, en fait, tu vois comment les choses bougent. Et tu vois qu'en fait, euh, une maquette d'une page ou d'un site ou quoi que ce soit, en fait, c'est le bordel et ça part dans tous les sens et il y a plein d'artboards et que voilà, le process créatif est compliqué et il est propre à chacun. Et je trouve que ça donne confiance quand tu apprends. Parce que quand tu apprends, tu essayes de beaucoup reproduire ou tu te demandes comment est-ce que je devrais faire ça. Est-ce que là je suis allé trop vite, j'ai pas fait ma wireframe. C'est pas grave. Enfin, tu avances, voilà, ton cerveau pense et tes mains exécutent. Et si tu passes pas par l'étape du process qu'on t'a appris à l'école, c'est pas grave. Et ça, je pense que c'est bien de le voir chez d'autres personnes. Et alors, je sais pas trop où est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs. Il y a plein de sites qui existent pour ça et de streaming, bien sûr. Mais si tu veux rester dans la créa, je trouve que Behance, c'est un catalogue absolument immense et tu peux vraiment y passer des heures. Et si tu es intéressé par autre chose que UI UX, qui est le cas pour 99% des créas, tu peux aussi aller te renseigner sur notre domaine. Donc, je vous invite à aller consulter cette page. Moi, je suis pas du tout responsable de cette partie-là. J'ai jamais designé cette partie-là, mais je la trouve assez fascinante. Et on a de plus en plus aussi de streamers individuels qui se lancent, qui sont pas sponsorisés par Adobe ou pas. Voilà, c'est pas produit d'une certaine façon. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est les 2 points qui me semblent aujourd'hui être importants. Vraiment, se connecter les uns entre les autres, profiter de ce que les gens partagent en ligne pour pouvoir apprendre d'autres choses, et puis regarder les autres travailler. Et regarder les autres travailler, c'est pas évident quand on est tous chez soi. Et quand peut-être si t'es freelance aussi ou si t'es solo, t'as pas nécessairement de mentor. Donc c'est bien de pouvoir aller regarder les autres bosser, quoi. C'est pour ça aussi que dans ce podcast, j'ai reçu par exemple Bastille 8 et PM Studio, qui qui streament sur Twitch en fait leur travail, soit de l'illustration, soit de la UI. Et en fait, c'est intéressant, j'irai voir ce qu'il y a sur Behance aussi, parce que c'est du contenu que j'aime bien regarder, et justement pour les raisons que tu évoquais, de comprendre comment les gens fonctionnent, ce qu'ils font eux par rapport à toi, etc. Et pour Twitter, je ne peux que le recommander, puisque c'est généralement comme ça que je rencontre mes invités et qu'on commence à discuter avant d'enregistrer le podcast. Du coup, j'imagine, Clément, que si quelqu'un veut te contacter, on leur envoie ton profil Twitter. Ouais, absolument, ouais. Oui. Twitter, n'importe quel profil, mais oui, le plus ouvert, c'est Twitter, et surtout, n'hésitez pas. Et moi, je connais très peu l'écosystème français, et rencontrer des nouvelles personnes dans cet écosystème, c'est super, donc avec plaisir. Je mettrai ton profil dans la description. Écoute Clément, merci beaucoup pour tout ce temps et toutes tes réflexions et tout ton parcours. C'était très intéressant et c'était super de discuter avec toi. Je te remercie de ce temps-là et puis je te dis à très bientôt. Ça marche, merci à toi pour l'invitation. Et puis c'est vrai que c'est passé très vite et qu'on a déjà enregistré quand même assez longtemps, donc ouais. C'est cool. À plus tard, bonne journée et bonne continuation. Merci, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.